Ça va, ça va. Merci pour votre invitation. Bah écoute, Merci avec à toi d'y plaisir. répondre, hein. Ouais, merci à toi surtout Voilà. de nous accueillir pour cette interview. Bah, du coup, bon, là, je pense qu'il y a quand même du monde qui est arrivé, donc ça va arriver au fil de l'eau. Donc, merci déjà pour ceux qui sont déjà là. Donc, Morgan a pu faire deux vidéos de teasing sur ce live de 20 heures. Donc, merci à vous d'y avoir répondu. Donc, le but, voilà, nous, Père Cauchemar, donc avec notre contenu, on est rentré en contact avec Morgan, donc Loup-Garou France. Et donc, c'est un sujet donc que Morgan évoque, le loup-garou qui nous parle à nous, hein, forcément, qui nous intéresse. Le point de vue que Morgan essaie de le faire voir est encore assez méconnu quand même du grand public. On reste beaucoup sur la fabulation, l'imagination, les récits du loup-garou, transformation, voilà, qui est le plus répandu. Donc l'interview permettra, avec différentes questions, d'en savoir un peu plus. Sur les loups-garous, Morgan pourra nous raconter ses connaissances, son vécu aussi, parce que presque 20 ans déjà, Morgan a dû en vivre Ouais. des choses. 20 ans d'expérience dans le domaine. Donc voilà, et puis ça vous permettra aussi à vous, que vous connaissez ou non, du coup Morgan alias Loup-Garou France, de poser vos questions, et donc avec plaisir on pourra faire l'intermédiaire, lui poser, et puis il pourra vous y répondre. Tout à fait. Pensez, ouais, tapoter à fond pour faire monter le ratio. Ouais, Ouais, tout ouais, à fait. ils sont déjà chauds là, c'est vrai d'entrée ils ont On voit commencé, que déjà ça a pas mal tapoté. ça c'est Ouais, cool. ouais, ouais. Merci aux abonnés de ma communauté d'être présents. Merci beaucoup. Ouais, merci à tous d'être présents. Merci pour les roses. Bah écoute, on va pouvoir démarrer Ouais, on cette va pouvoir commencer. interview. Commencer pour te présenter l'interview. On est sur un format de plusieurs questions qu'on a préparées. Après, dans tous les cas, on échangera au cours des questions. Puis après, voilà, le but c'est d'échanger ensemble et qu'on puisse aussi se mettre à la place de toutes ces personnes qui regardent tes vidéos, qui regardent tes lives, qui te suivent sur les différents réseaux, dans lequel on va pouvoir poser des questions, dans lequel tu vas pouvoir nous y répondre et faire partager toutes nos communautés, ces réponses-là. Ouais. Bon, on va rester sur la base du coup Morgan. Là, si tu pouvais te présenter en quelques mots, quelques phrases, comme bon te semble déjà, on t'écoute, comme ça ceux qui te connaissent pas, ils pourront mieux te connaître et savoir qui tu es. Je suis un artiste totalement indépendant, donc pas faire ma biographie complètement, mais je suis un artiste indépendant qui travaille dans l'audiovisuel, donc je m'autoproduis, je m'autoproduis à travers mes abonnés qui m'aident, qui me financent. J'écris des bouquins, j'ai ma marque de vêtements, j'ai fait beaucoup de films, j'ai fait beaucoup de reportages. Je travaille beaucoup en théologie, spiritualité, donc je touche à la naturothérapie et à la cryptozoologie. Donc tu vois, je m'intéresse à beaucoup de choses, je me refuse à rien, j'ai pas vraiment dans l'absolu une étiquette, en tout cas à mes yeux. Après, je sais bien que les gens aiment poser une étiquette, mais si moi je dois me définir, non, je n'ai pas d'étiquette dans l'absolu. Je suis juste un artiste et puis quelqu'un qui s'intéresse aux choses de la vie globalement, quoi, tu vois. D'accord. Et donc là justement, ça n'a pas d'étiquette mais plutôt de casquette. Donc ce soir, on va avoir vraiment le Morgan casquette loup-garou expérience. Donc on va explorer ce sujet-là des loups-garous. Et première question pour faire un peu l'histoire et avant de rentrer dans le vif du sujet, selon toi, tes connaissances que tu as pu étudier sur tout ce qui est loup-garou, euh, quelle serait l'origine justement du loup-garou tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'a vu en temps de boîte, enfin, d'où ça vient à peu près, si tu pouvais nous dire déjà les prémices, on va dire, du loup-garou, son histoire, les premiers témoignages. J'explique dans mes deux livres, Loup-garou la vérité et Homo lupus, l'histoire du loup-garou, qui étaient sur Amazon, mais qui ne le sont plus parce qu'ils sont en rupture de stock. Donc, ceux qui veulent se les procurer, il faut passer par moi-même, en fait. Et moi, il m'en reste encore quelques stocks. Victime de son succès. Et j'explique dans ces livres-là, et puis aussi dans un grand nombre de vidéos sur la chaîne YouTube Loup-garou France, que c'est un animal préhistorique. Alors bien sûr, j'arrive comme ça, je le dis aussi simplement comme ça, mais ça m'a pris des années pour le comprendre parce que forcément, quand j'ai découvert ça, il y a presque 20 ans, c'était tout nouveau pour moi et il y a même en France, hein, d'ailleurs, personne connaissait ce genre de sujet-là. Donc automatiquement, je n'avais pas de référence sur lequel m'appuyer, il n'y avait pas de spécialiste du sujet. Donc c'est vraiment à travers un nombre de témoignages incalculables et puis aussi quelques chasseurs de loups-garous aux États-Unis que ça m'a permis de bien comprendre, mieux comprendre ce que c'était. Donc je suis passé par tout l'aspect folklorique, mythologique, spirituel, occulte, sataniste,
la lycanthropie, sous ces deux formes, hein, que ce soit clinique ou mythologique. Je me suis aperçu qu'évidemment qu'un homme ne pouvait pas se transformer comme ça, parce que tu te mets à faire 2 mètres, puis après tu reprends ta forme initiale, tu mourrais tout simplement. Biologiquement, on n'est pas fait pour ça. Donc moi, je suis quelqu'un de très spirituel, puisque je travaille beaucoup en théologie, mais je ne suis pas que spirituel. Je suis aussi très, voilà, je sais être terre à terre et avoir un équilibre entre les deux, tu vois. Et il faut pas tout spiritualiser. Et ben, au prime abord, avant de chercher une explication spirituelle, il faut d'abord chercher une explication, je dirais, rationnelle, tu vois, la plus terre à terre possible. Et il se trouve que, bah, en travaillant sur le sujet donc la cryptozoologie, c'est un dérivé de la zoologie, mais qui est un peu plus marginalisé. Donc c'est la science des animaux cachés. Alors cachés soit par manque d'information, soit volontairement, pour différentes raisons. En ce qui concerne le loup-garou, c'est sans doute un animal qui est en voie de disparition et puis qui pourrait aussi faire peur aux gens. Et ça, je m'en suis rendu compte parce qu'à travers tous les témoignages sur lesquels j'ai travaillé, bah, l'écrasante majorité des témoins ont eu peur. Ça a changé une partie de leur vie, pas totalement, mais en tout cas, il y a un avant et un après. Et ça a toujours été un trauma. Donc si soudainement on divulguait aux gens que ces animaux existaient réellement et qu'ils sont ce qu'ils sont, alors ça pourrait vraiment faire peur. Il faut pas grand-chose pour faire peur aux gens, hein, de toute façon, mais là, ça ferait, à mon avis, comme tu sais, la lycanthropie au cinéma a marqué, hein, on a toujours en tête un être sanguinaire qui va tuer tout le monde, qui est énervé, il est forcément énervé, le loup-garou, de toute façon, et puis puis il faut le tuer avec une balle en argent, parce que de toute façon, sinon ça marchera pas non plus, et puis, enfin, tout le bordel, et puis évidemment, donc ça, c'est ancré dans les esprits. Donc c'est très difficile de désapprendre ce qui a été appris à la télé et dans la mythologie. Donc ce qui a été compliqué du coup dans ces années-là pour moi, c'était justement de défraîchir un peu tout ce bordel pour en arriver un petit peu à la biologie, à savoir l'évolution des espèces, l'évolution des races. Et je suis remonté on a beaucoup de races connues de loups. On a sans doute d'autres qui ne sont tout à fait inconnus encore. Peut-être le seront-ils jusqu'à la fin du monde, on ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que on retrouve à partir du Miacis, qui est un tout petit animal de 30 cm, qui a existé il y a environ 60 millions d'années, donc c'est l'ère du Éocène, donc c'est post-mésozoïque, donc ça date un petit peu, hein. Et donc cet petit animal de 30 cm a donné lieu à toutes sortes de créatures, parmi lesquelles différentes races de loups qui sont quand même assez monumentales, hein. Je pense notamment aux loups répertoriés, je dirais officiellement, en tout cas divulgués officiellement. Quand tu regardes le grand loup noir du Canada, c'est des loups qui font entre 80 et 100 kilos, ils sont monumentaux. Et il existe, moi je suis spécialisé dans le sujet du loup-garou, mais il existe aussi un autre loup qui a été identifié, mais qui n'est pas divulgué, qui s'appelle le deer wolf. Et on a quelques vidéos de cet animal-là aussi, quoi, de cette race. Et c'est un loup géant. Donc il est encore plus grand que le grand loup du Canada. Et on dirait presque, je dirais, un cheval. Il est très 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 gros. Et on a quelques vidéos tout à fait authentiques de cet animal-là. Alors c'est sûr, c'est pas passé sur BFM. C'est sûr, l'opinion publique n'est pas évidemment au courant, comme si elle était au courant de tout ce qui se passe sur Terre d'ailleurs. Hein. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Donc voilà. Mais c'est pas un loup-garou pour autant. Le loup-garou est très spécifique parce qu'il a une dimension hominidée. C'est ce que signifie d'ailleurs le mot garou. Ça signifie homme à comprendre. C'est un loup qui a des caractéristiques humaines. Et ce n'est pas un humain du tout. C'est un animal. Donc voilà pour synthétiser. Ok, donc ouais, ça fait vraiment des origines. Alors, si on pour répondre vraiment à la question de plus de 60 millions d'années, où on peut voir vraiment un ancêtre, pardon, au loup-garou comme on pourrait le voir aujourd'hui, qui a créé justement ce grand loup-garou, on va dire, parce que bon, on en parle plus tard. C'est vraiment de l'évolution. Je me suis rendu compte que tous les animaux évoluaient de façon très 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 étrange selon le contexte géographique dans lequel ils vivent, selon la chaleur, selon l'humidité, selon le vent, selon les températures globales. Ça peut vraiment, selon l'hostilité du territoire aussi. Donc, ils changent de morphologie, ils s'adaptent. C'est la loi de la nature. Donc, c'est pour ça que la biologie m'a aidé à comprendre qu'en fait, c'était largement possible et que ça corroborait complètement parce que, comme certains me le disent, t'as pas de preuves. Et bon, déjà, dans l'absolu, en science,
l'absence de preuve n'est pas une preuve de la non-existence d'un phénomène. Premièrement, donc de me dire t'as pas de preuve, c'est pas une preuve de la non-existence, tu comprends? Mais en plus, techniquement, oui, un témoignage n'est pas une preuve, mais quand on en a des milliers, et ce à travers le monde, de gens qui ne se connaissent pas du tout, qui sont tout à fait insérés socialement, qui n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes croyances, les mêmes centres d'intérêt, la même éducation, et qui te disent tous la même chose, c'est que par définition, on commence à arriver à des éléments de preuve. Il y a quelque chose à comprendre. Ça peut pas être tous des tarés ou des drogués qui parlent de la même chose sans se connaître. D'accord. Je vais rebondir aussi sur une question intéressante qu'on a, parce que le but, bah, c'est qu'on puisse aussi échanger avec les différentes communautés. Donc, on va aller pointer des questions hein, qu'on voit passer dans le chat. On a une notamment qui dit bah, comment tu définirais le loup-garou alors concrètement? Est-ce que c'est plutôt un animal? Tu le verrais plutôt comme un animal du coup? Totalement un animal, il n'a absolument rien de surnaturel. Et encore une fois, je ne suis pas hermétique aux dimensions spirituelles, aux dimensions surnaturelles. Voilà, moi, je suis quelqu'un je suis très croyant. Tu vois, je suis chrétien, donc je suis par définition, je crois au monde spirituel, au pluriel, monde spirituel, à des créatures spirituelles existantes. Tu vois, donc je n'ai pas de problème avec ça. Le but étant, c'est que quand on se forme en théologie, tu dois, avant de spiritualiser un sujet, chercher absolument à une explication rationnelle. Tu vois, donc on fait pas n'importe quoi. C'est pas, sinon tu deviens une sorte de, tu sais, je sais pas, de mec un peu obscurantiste, un peu fanatique, tu sais, qui a tendance à voir le diable partout, ou Dieu partout, tout le temps, ou des démons partout, ou des anges partout, tu vois. Non, faut être équilibré quand même. Il y a plein de choses qui s'expliquent, je dirais, rationnellement, sans être spirituel au prime abord. Et donc c'est bien un animal purement de chair et d'eau, et qui est l'une des races de loup. Hein. Il y en a nombreuses des races de loup. Hein. Il n'y a pas que le Canis lupus. Et c'est un loup qui a des caractéristiques hominidées, à savoir plus précisément, il se ressemble un petit peu, c'est pas une copie conforme, loin de là, mais un petit peu au gorille. C'est-à-dire qu'il a donc un faciès de loup, mais de plus gros loup. Il a des grands, les membres supérieurs, donc des bras sont plus longs que les membres inférieurs, les jambes, enfin les pattes. Donc il a des pattes aux membres supérieurs, des bras aux membres supérieurs, des jambes aux membres inférieurs. Donc il a des pattes de canidé. Par contre, il a des mains. C'est plus des mains que des pattes. Il peut agripper des objets, des arbres, n'importe quel obstacle et grimper même à cela. Même il grimpe dans les arbres, il grimpe un peu partout. Donc tu vois, il a des caractéristiques humanoïdes, c'est ce que je te disais. Et donc il a ses capacités aussi hominidées, à savoir se mettre debout en bipède, ce qui lui donne une allure extrêmement impressionnante. Et généralement les personnes qui ont eu affaire, enfin généralement à 95%, si ce n'est pas plus, les gens qui ont eu affaire à un loup-garou en bipède ont tous été choqués, extrêmement choqués. Alors imagine si ça savait publiquement, ça pourrait faire peur. Tu sais, il y a même des gens, j'explique pourtant, tant bien que mal, que c'est pas un animal sanguinaire comme à la télé du tout, tu vois, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir, il faut vraiment tout désapprendre. Donc il y a un gros travail quand même à établir pour avoir une grille de lecture complète et bien comprendre ce que c'est. Et malgré tout, il y a beaucoup de gens qui me disent, bah maintenant je vais plus dans la forêt, maintenant je me méfie, etc. Alors qu'il y a largement plus de chances de se faire charger par un sanglier que de se faire attaquer par un loup-garou, tu vois. Mais du coup, donc si j'ai bien compris par rapport à comment tu l'as décrit l'espèce, au final on serait sur une autre race de loup qui n'aurait pas été encore découverte, identifiée. Et du coup ma question c'est, à l'heure actuelle toi tu y travailles depuis 20 ans, qu'est-ce qui fait que depuis 20 ans aussi également, enfin même depuis des années, même bien avant que tu travailles sur cette espèce-là, il n'y ait pas encore un répertoire, je dirais, et qu'elle ne rentre pas dans l'encyclopédie, c'est ça, hein, animalier. Du coup, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, tu vois? En fait, la cryptozoologie, c'est donc la science des animaux cachés. Cachés, à savoir par manque d'informations, ou soit parce que on a des informations, elles ne sont pas nécessairement divulguées, soit parce qu'ils sont en cours d'analyse, ils sont en cours de recherche. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, et ça c'est pas facile non plus pour beaucoup de comprendre, c'est qu'on ne dit pas tout. Toutes les recherches, toutes les trouvailles de cette terre ne sont pas nécessairement divulguées à l'opinion publique.
le but des hautes instances de ce monde, c'est sûrement pas de tirer les gens vers le haut, mais au contraire même de les abattir. Et plus ils sont cons, plus ils sont bêtes, moins ils en savent, plus ce devient de bons consommateurs. Et c'est tout ce qui compte. Le but n'a jamais été de rendre les gens plus intelligents, plus cultivés, plus sages, etc. Sinon, tu ne verrais pas tout ce que tu vois à la télé. Tu aurais de l'éducation civique, tu aurais voilà, toute une dimension spirituelle dans l'information, et pas que des mauvaises nouvelles et que des conneries tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je veux pas faire de la géopolitique, mais le but, c'est sûrement pas de nous rendre plus intelligents. Il se trouve qu'il existe des centaines de services secrets, pas juste 2 ou 3 comme ça qui traînent très marginaux. Non, non, non. Il en existe des centaines officiels, donc tout à fait identifiés. Par contre, il en existe très vraisemblablement des officieux, c'est-à-dire en fait des petites instances, des petites organisations plus souterraines, plus underground, qui puissent exister. Je peux pas l'affirmer, mais ça me semble assez logique, et puisqu'il existe bien des services secrets, c'est que par définition, il existe des secrets. Sinon, il y aura pas de service secret. Donc, oui, donc c'est que on nous dit pas tout simplement quoi. Et moi, j'ai discuté avec des gendarmes qui en ont vu plusieurs, ainsi que des policiers, militaires. Les gendarmes m'ont dit que quand ils en ont vu, ils ont envoyé ces informations-là à des instances qui s'occupent de répertorier les phénomènes, je dis fantastiques, étranges, pas connus du grand public, de l'opinion publique. Et après, plus de nouvelles. Après, ils continuent leurs petites occupations habituelles. Et après, plus de nouvelles. Il existe des instances qui répertorient ces choses-là. Et je me rappelle d'ailleurs d'un ami qui est parti aux États-Unis, qui a rencontré une femme dont son père travaillait au FBI. Et donc, ils ont beaucoup discuté, puisque c'était sa copine. Et il lui a dit, à un moment donné, il lui a parlé du phénomène OVNI et de cet animal qu'est le loup-garou. Et il lui a dit, mais ces animaux existent réellement. Mais les gens ne le savent pas. Mais ça existe réellement. Et moi, c'est mon pote, si tu veux, donc je le connais bien. Il n'a aucun intérêt à me dire ça. Tu vois, c'est un ami. Mais bon, même s'il me le disait pas, je le sais, si tu veux. Mais encore une fois, il y a des questions de bon sens. Comment ça se fait que des milliers de témoignages dans le monde existent si c'était juste une vulgaire psychose? Parce que, encore une fois, il faudrait que tous ces gens-là soient tous drogués, ou soient tous malades mentaux, ou aient tous un intérêt. Or, quand tu regardes, c'est même des gens assermentés qui parlent, des gendarmes parfois, des policiers, des militaires. J'ai même un témoignage d'avocats. C'est pas des Mongols, c'est pas des gens qui s'amusent à raconter des conneries. Il suffit d'ailleurs de les écouter et tu vois tout de suite qu'ils disent la vérité. Ils n'ont aucun intérêt à faire du buzz, surtout même parfois bien souvent anonymement, parce que ça aussi, il y a une chape de plomb autour de ça, c'est qu'ils ont peur d'en parler. Donc ils n'en parlent pas à n'importe qui. Et ils me disent souvent, non, j'en ai pas parlé à personne, ou à une ou deux personnes comme ça, parce que en fait les gens se moquent. Et parce que les gens sont totalement formatés. Et le propre d'ailleurs du formatage, c'est de pas se rendre compte que tu es formaté. Sinon ça marche moins bien. Donc c'est tout le problème en fait. Il s'agit pas de tout croire bêtement comme un con, mais quand on étudie certaines choses sérieusement avec une grille de lecture la plus vaste, on s'aperçoit en fait qu'on connaît pas vraiment la Terre déjà, on connaît pas, on n'a pas été partout sur Terre, loin de là. On connaît pas les cavités, les souterrains, on connaît pas les fonds marins non plus. En fait, voilà, objectivement. Quand bien même si cet animal-là n'avait pas été découvert, parce que moi je ne crois pas, je crois qu'il a été tout à fait identifié, quand bien même on connaît pas le monde, donc de toute façon ça laisse envisager beaucoup. Et du coup, selon toi, donc là tu parles justement de beaucoup de personnes, hein, donc qui n'ont aucun lien entre elles, qui sont très saines d'esprit, qui sont même des personnes, voilà, comme tu peux dire, assermentées, donc qui ont aucune raison de mentir ou quoi que ce soit. Et de ce que tu as pu entendre, les différents témoignages, ce que tu as pu apprendre, est-ce que tu as l'impression qu'il y a différentes cultures ou différents endroits de la population où ce loup-garou est plus ou moins présent? Et si oui, est-ce que il y a vraiment une culture ou de type de personnes spécifiques où pour eux le loup-garou, oui, c'est un vrai animal et ça ressemble beaucoup plus que nous on peut le connaître en France ou en Europe? En fait, il porte plein de noms différents. Je crois qu'il y a des centaines de noms différents. Je les connais même pas tous. Ces noms-là, parce que d'une culture à une autre, ils y ajoutent un peu leur folklore, leur culture, la dimension propre à leur pays, et donc ça porte plein de noms différents.
Mais ce qui est quand même étrange, c'est que c'est un animal qui est millénaire. Il a des millénaires et des millénaires. D'ailleurs, il n'est même pas possible de remonter aux sources de l'existence du loup-garou, tellement moi, je suis remonté jusqu'à l'Antiquité, autant qu'on puisse le remonter, mais c'est très compliqué, tu vois. Donc, l'Antiquité, c'est quand même moins 3000 avant Jésus-Christ, à peu près. Donc, ça fait un petit bout d'année, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'en Occident, en tout cas, on a un paquet de témoignages, vraiment énormément. Alors, je suis loin d'avoir tous les témoignages, déjà parce que je suis loin d'être une star. Je suis pas non plus hyper connu dans le monde entier, loin de là. Donc, tous ne me connaissent pas. Et puis, il y a aussi des gens qui, pour X raisons, parce qu'ils se sont tapés un délire à mon encontre, ou parce qu'ils ont vu des fake news à mon encontre sur les réseaux sociaux, du coup, ils veulent pas me donner leur témoignage. Ça arrive aussi, hein, c'est les réseaux sociaux. Mais techniquement, c'est vrai qu'en Occident, on en a quand même vraiment énormément. Et aux États-Unis, ils en parlent beaucoup plus facilement. C'est une autre culture, c'est une autre mentalité. C'est très 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 différent. Là-bas, ils ont moins peur. Il y a plus d'ouverture d'esprit globalement. Je dis pas que c'est l'Eldorado aux États-Unis, mais il y a plus d'ouverture d'esprit pour ces choses-là. Donc les gens, statistiquement, parlent beaucoup plus. Et il y a plus de cryptozoologues, de chasseurs de loups-garous là-bas, automatiquement, quoi. Donc, mais c'est vrai que oui, c'est en Occident, chez nous, quoi, il y en a beaucoup de témoignages. On se rend pas compte, hein. C'est sûr que quand on se renseigne pas, quand on n'est pas là-dedans, on n'entend pas parler, quoi. C'est normal. Du coup, finalement, quand on regarde tous ces témoignages et de comment tu nous le décris, on pourrait, on, on pourrait voir le loup-garou au final comme une espèce qui est protégée plutôt qu'une espèce. C'est ce que je pense, oui. Elle est cachée pour être protégée finalement. Parce que demain, c'est vrai qu'aux yeux de la population, on annonce le loup-garou, enfin, le loup qui peut se mettre sur deux pattes, qui a toutes ses facultés assez impressionnantes. Je pense que l'espèce serait victime des De braconniers, chasseurs, ouais. de chasseurs. Ça deviendrait la foire des eaux. C'est ce Donc que au j'ai dit tout final, à est-ce que l'heure. c'est pas un but de protection justement de... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un animal qui, à mon avis, est en voie de disparition, parce que c'est quand même un animal millénaire, qui est vraiment très très particulier, qui, selon moi, et selon toutes mes analyses sur bien des années, vivent dans les souterrains, dans les cavités de la terre principalement. Ils sortent forcément pour se nourrir, mais c'est un lieu d'habitat très naturel pour eux, pour survivre. Donc c'est des animaux nocturnes en plus, donc ils sortent la nuit, donc c'est encore plus difficile de les voir. Puis il est rare que tu te balades tout le temps avec un téléphone sur toi en mode vidéo direct comme ça ou avec une caméra, tout ça. Enfin oui, c'est pas naturel pour nous de se balader comme ça. Et donc et puis en plus cette technologie-là est très 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 récente, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est nous on vit dans ce monde-là, on a l'impression que c'est normal, mais en fait tout ça n'existe depuis environ une vingtaine d'années à peu près chez nous. Tu vois, donc c'est pas non plus, ça n'a pas des siècles. Donc oui, c'est à mon avis non seulement c'est un animal qui est rare, en voie de disparition, mais en plus, ça ferait trop peur aux gens. Il y aurait forcément des gens qui se mettraient hors la loi aussi, en devenant des braconniers, en cherchant à avoir des trophées, en faisant tout un tas de conneries. Et les gens auraient peur, véritablement peur. Il y a qu'à voir l'écrasante majorité des témoins. Les gens ont tous eu, à différents degrés, peur. Ça ne leur a à aucun moment donné envie d'aller le voir et de lui faire des caresses. Sûrement pas. Ça les a traumatisés. Mais du coup, pour rebondir par rapport à toi, parce que tu es quand même en France une référence par rapport sur cette espèce-là, sur le loup-garou, on parle d'une espèce qui reste, comme tu dis, cachée et on peut en déduire protégée aussi. Est-ce que du coup, toi, tu as pas eu des problèmes avec différents organismes de Pas du services tout. secrets qui sont... Je sais qu'il y a certains cryptozoologues aux États-Unis ou ailleurs qui ont eu certains soucis sur certaines espèces parce qu'ils ont découvert des preuves voire même des lieux d'habitat de l'espèce, et du coup, l'armée s'en mêlait en leur disant stop, tout simplement. Est-ce que toi, du coup, à travers tes 20 années de recherche, tu as été confronté peut-être à... Tu sais, j'ai vu un reportage sur le Sasquatch, Bigfoot, Almasti, tous ces trucs. Ouais. Et puis il y a une équipe de scientifiques qui a tenté de travailler sur le sujet, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tu sais, c'est un peu les sciences des pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, donc ils peuvent pas faire grand-chose. Ils ont quand même essayé et ils ont dû arrêter vite leurs études, étrangement. Mais ils s'étaient aperçus que ils avaient fait des prélèvements en fait, il y avait des témoignages dans une zone bien précise de Bigfoot, et il y avait de l'eau qui passait, un ruisseau, et ils ont prélevé de l'eau pour voir s'ils arrivaient à
identifier quelque chose, de l'ADN d'animaux quelconques. Alors ils ont identifié plusieurs types d'ADN, dont celui d'un primate. Ils voyaient bien que c'était quelque chose de singe, quoi, en fait. Mais ils ne le connaissaient pas. Et les études se sont arrêtées là. C'est bizarre quand même, tu vois. Ouais, Donc, ouais. non, mais il y a de hautes instances qui savent des choses que le peuple ne sait pas. Il faut pas rêver. Encore une fois, s'il existe des services secrets, c'est que par définition, il existe des secrets. Et il y a des gens, encore une fois, qui se disent, non, si ça existait, on le saurait. Ou, tu vois, mais il existe plein de trucs que tu ne sais pas, mon gars. T'as envie de leur dire, t'as envie de leur dire, mais qui tu es d'ailleurs, qui tu es, qu'est-ce que tu mérites objectivement. Je veux dire, c'est pas pour leur cracher à la gueule, mais je veux dire, ouais, arrêtez les mecs, soyez pas nombrilistes. Vous croyez vraiment qu'on vous dit tout, qu'on vous cache rien, qu'on vit au monde des bisounours, tout ça. Ne serait-ce que, je veux pas faire de la politique, mais il y a 4 ans, quand on a fait croire aux gens qu'il fallait se faire injecter un produit dans le corps, etc., quoi, vous croyez qu'on vous a dit la vérité, les gars? Oui, il y a rien par rapport à ça. Donc en fait, la vérité, c'est que on nous dit pas tout, loin de là, et on ne dira jamais tout. On vit pas au monde des bisounours. Mais du coup, toi, à l'heure actuelle, tu as jamais été en conflit du coup avec Non, la non, non. justice ou des services secrets qui pourraient être amenés différentes preuves que Jamais. tu as sûrement aussi en ta possession. Tu en as peut-être sûrement que tu n'as pas divulgué jusqu'à maintenant. Non, 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 objectivement, je te le dirais. Objectivement, non seulement je n'ai jamais eu de problème, mais j'ai eu quelques contacts avec des policiers et des gendarmes et militaires, mais je n'ai jamais eu aucun problème jusqu'à ce jour. Et tout ce que j'ai découvert, je l'ai toujours diffusé. J'ai réussi à avoir 4 images de loups-garous, malheureusement pas proches. En tout cas, on a des vidéos proches, mais ce ne sont pas de moi. On n'a que 7 vidéos en tout. Pour l'instant, grâce à la technologie, on en aura bien plus avec le temps, mais encore sur Internet, il faut se méfier parce qu'il y a tout un tas de fakes. Hein, c'est énorme. Hein, il y a bien plus de fakes que de vidéos réelles. Mais en tout cas, non, aucune pression, rien à ce jour. On sait jamais, peut-être que j'en aurai un jour, mais bon. En tout cas, je me laisse pas non plus porter par la peur, tu vois, par ces choses-là, parce que dans l'absolu, tu ne fais rien. Et puis, si aussi je devais m'abstenir de parler au nom de, de la protection de cet animal-là, je trouverais ça aussi dommage, parce que c'est pas parce que c'est un animal rare et fabuleux et qui est donc en voie de disparition que qu'on ne doit pas en parler. Je pense que moi je suis pour la vérité, tu vois, donc j'aime la vérité et quand il existe quelque chose, tout ça, bah j'aime. Ah, moi je trouve que ça doit se savoir. Et je trouve ça fabuleux d'ailleurs. Il y en a qui me disent oui, mais tu devrais peut-être pas en parler parce que du coup ça pourrait donner des idées à certains. Oui, mais alors à ce moment-là on parle de plus rien. On devrait même plus faire de films parce que les films peuvent avoir une influence néfaste sur les esprits faibles. Et à ce moment-là ils pourraient se mettre à faire des conneries. Pareil pour la musique, pareil pour tout un tas de choses. En fait, alors à ce moment-là on parle de plus rien non plus, tu vois. Donc non, au bout d'un moment, moi j'invite les gens à pas faire de conneries, à ne pas sortir tout seul, à faire des voilà, faire n'importe quoi. Après, on n'est pas derrière les gens. Je suis pas un gendarme, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis personne dans l'absolu pour leur dire quoi faire, tout ça. Mais bon, moi je conseille de pas, même quand il y en a qui me disent je vais faire de la chasse au loup-garou, je vais m'y mettre, tout ça. Je leur dis bah déjà prévenir là où ils sont, faire attention, pas aller n'importe où parce que ça peut être dangereux. Tu sais jamais sur qui ou quoi tu peux tomber. Donc bien prévenir l'entourage. Et puis ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'argent. Donc c'est pas donné à tout le monde objectivement. Il faut vraiment être passionné, il faut être informé, il faut pas faire n'importe quoi. Et pour ce faire, d'ailleurs, je le relève pour faire un peu de pub, hein, je me permets. Oui, bien sûr. C'est mon interview. En fait. Là, les livres, je parle beaucoup justement de la chasse au loup-garou indépendante et aussi à gros budget que je n'ai pas. Mais j'explique, voilà ce qu'on pourrait faire si on avait des méga budgets, donc des millions et des millions d'euros. Ça serait une enquête sur une année complète. Ça ne se fera évidemment jamais, mais utopiquement, j'explique voilà ce qu'il faudrait faire. Et là, on aurait, et très très heureusement, beaucoup plus de vidéos. Mais je suis persuadé que les hautes instances, connaissant cet animal, ne souhaitent pas ça. Euh, donc, euh, Et donc voilà. justement, dans cette quête utopique, fin de vérité, on va dire, et bon, là, tu parles en utopisme, mais justement, dans tes 20 ans, enfin, tes différentes expériences, est-ce que toi, de ton plein gré, tu as contacté des gens, ou est-ce que tu as reçu des demandes de contact de personnes de différents milieux? Ça peut être de l'ordre du scientifique, qui peut faire des analyses d'ADN, des choses comme ça, ou d'autres explorateurs aussi, ou hashtag chasseurs de loups-garous.
pour justement vous rassembler et mettre ensemble toutes les informations, toutes les preuves entre vous pour justement, si on peut dire ça, mais monter un dossier, monter des preuves pour justement En fait, prouver par A plus B que le loup-garou est bien là, quoi. ouais, mais le but de ces, tu sais, la biologie, l'anthropologie, tous les J possibles, l'archéologie, tout ce que tu veux, en fait, on appelle ça un peu vulgairement les sciences des pauvres. C'est-à-dire, en fait, ils manquent cruellement de pognon. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et du coup, et puis c'est des sujets qui demanderaient un travail extrêmement chronophage et très coûteux, qui ne leur rapporterait rien. Et il faut faire attention d'ailleurs avec les recherches, parce que tu peux vite te les faire subtiliser, on te les pique, et puis après, ils se les approprient, et puis ils n'en parlent pas. Tu vois, c'est ce qu'on a fait avec Nikola Tesla notamment, hein. Tu vois, il s'est fait prendre toutes ces recherches, et puis après, bah, les gens ne sont pas au courant que l'énergie libre, ça existe, etc. Forcément, parce qu'on leur a pas dit, parce que le but, c'est que les gens ne soient pas au courant de ça. Il faut que ce soit de bons consommateurs. Donc voilà, si soudainement les gens s'apercevaient en fait que en fait le monde pourrait être tout à fait différent, les moyens de locomotion pourraient être tout à fait différents et beaucoup plus évolués, c'est bah non, le but c'est que les gens ne sachent pas ça. Donc bah non, la science ne s'intéresse pas à ces trucs-là où ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de pognon là-dessus. Et généralement là où il y a du budget, c'est dans l'intelligence artificielle, dans l'armement, les lobbies c'est des lobbies de la drogue qui font beaucoup tourner l'économie aussi, et la guerre. Ouais, la guerre, ça marche bien ça. Tu vois, donc les laboratoires pharmaceutiques aussi. Tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, laboratoire pharmaceutique, robotique et l'armement, ça marche super bien. Pour le reste, il y a pas de budget très important, malheureusement. Non, ça aurait pu être possible avec, je n'ai Comme pas le les seul ovnis, en personne. soi, ils se réunissent, il y a quand même beaucoup de Oui, groupes. voilà. Après, il y a des comités, même des assos qui peuvent se monter Ouais. pour justement récolter, on va dire, toutes les informations. C'est vrai que ma question était plus dans le sens des scientifiques, voilà, qui peuvent être aussi passionnés par cette découverte de nouvelles espèces, dont le loup-garou, peut en faire partie, hein, du coup, hein. Il peut être scientifique, le mec, s'il a pas de pognon, il ira nulle part. Oui, Tout est une voilà. Mais c'est vrai que, association ou pas, si ton association, donc il n'y a pas de pognon, il fait rien, le mec. ouais. Toute l'histoire de finance, d'ailleurs, je l'ai dit juste avant aussi, c'est que si tu veux te lancer dans la chasse au loup-garou, tu vas devoir avoir, déjà, être passionné, savoir de quoi tu parles sérieusement, quel est cet animal, son comportement, son fonctionnement, etc. Bon, bref, t'informer sur le sujet, mais en plus, être extrêmement patient, parce que c'est pas sur commande, et avoir du pognon. Alors, je dis pas que j'ai beaucoup de pognon, mais je m'efforce d'en avoir un petit peu, grâce à ma communauté, pour pouvoir voyager régulièrement, plusieurs fois dans l'année à travers la France, tu vois, pour passer beaucoup de temps là-dessus. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais qui veut faire ça? Qui a envie de faire ça, franchement? Ouais. Et c'est pas comme à la télé où t'es là avec des armes, tout ça, tu débarques, ah putain, j'ai tous voulu qu'il est bon. Non, t'es là dans des zones un peu anxiogènes, t'es dans des forêts, même il m'est arrivé d'aller dans des souterrains. C'est la nuit, donc c'est pas naturel, c'est pas normal à un humain d'être déjà sortir la nuit, c'est pas normal. On est des êtres diurnes, on n'est pas des êtres nocturnes. En plus d'être dans une forêt ou dans des cavités comme ça, la nuit, c'est encore pire, tu vois. T'es pas dans ton habitat naturel. Qui a envie de faire ça, objectivement? Tu vois? Donc il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et moi j'attends, je leur dis, bah tu veux le faire, vas-y, fais-le, et sans ironie, mais j'attends de voir. Et c'est pour cette raison qu'en fait, il y a personne qui le fait. Ce qui engendre beaucoup de jalousie, puis après on vient dire de moi, oui, Morgan Freeman, c'est un escroc, c'est ceci, c'est cela, il invente, machin truc. Parce qu'en fait, ces gens-là n'ont pas les couilles de le faire, ils ne mettent pas tout en place pour faire ce qu'ils font, quoi. Alors, voilà, c'est vraiment, vraiment extrêmement chronophage, et ça coûte cher, tu vois. Donc, moi, je suis invité dans aucun gros média, d'ailleurs, d'influence. J'en ai fait plein de petits médias alternatifs, dont le tien, mais je suis pas invité dans les gros médias. Donc, tu vois, j'ai même fait la voiture. J'ai une voiture qui s'appelle la Loup-Garou Mobile, avec écrit Loup-Garou France dessus, chasseur de loup-garou, les réseaux sociaux, tu vois. Donc, tu sais, non seulement je l'assume, le truc, donc des fois, il y a des gens qui me prennent pour un taré, mais par contre, quand ils vont voir, ils vérifient, ils se disent, putain, mais en fait, c'est hyper intéressant, quoi. En fait, je croyais que t'étais un barjot ou un mec un peu chelou, tout ça, mais en fait, c'est quand même structuré, c'est intelligent, c'est pas un truc complètement rocambolesque, abracadabrantesque, tu vois, où je parle de trucs impalpables. Non, c'est justement, il y a une dimension
bien que n'étant pas scientifique de formation, il y a une dimension scientifique, parce que quand on prend le temps d'étudier la biologie, on s'aperçoit que vraiment les animaux évoluent de façon très très étrange. Et je donne plein d'exemples dans les 2 livres. Tu vois. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, je l'ai baptisé l'Homo lupus, tu vois, loup-garou, en latin, l'Homo lupus, parce que c'est vraiment un loup qui est fabuleux, et c'est dommage. Je me dis souvent, quand les gens se foutent de ma gueule, ou me caricaturent, tu sais, ah, il sort avec un katana, aller chasser des loups-garous en forêt, tu vois, alors que c'est pas vrai du tout. Je sors pas avec un katana pour chasser des loups-garous, comme ça, pour les tuer, évidemment, quoi. C'est ce katana-là, en l'occurrence, tu vois. Clac. Donc, évidemment, c'est impressionnant. J'en joue un petit peu, mais objectivement, si on regarde les reportages, c'est pas pour tuer des loups-garous. Je suis pas un mal. Oui, c'est ton personnage en soi. Non, mais même, c'est fait parce que je vais dans des zones escarpées. Déjà, je le sors que la nuit, jamais le jour. Et uniquement dans des zones escarpées où il y a des broussailles, où il y a des orties, des ronces, des branches, où je ne peux pas passer. Et donc, en fait, c'est un coupe-coupe. Tu vois, oui, c'est un outil. C'est un outil. C'est un outil que pour tu as explorer, ouais. Ouais. Donc je sors pas, contrairement à ce que certains disent, il sort la nuit avec un katana, machin truc. Non, c'est pas vrai du tout. Je ne sors pas la nuit avec un katana comme ça, n'importe où, n'importe comment. Je suis pas un malade. Donc, et d'ailleurs, je l'ai fait une vidéo explicative à ce sujet-là. Mais bon, il y a des gens, des fois, tu sais, je te demande s'ils entendent bien ce qu'on dit. Donc, il caricature. Oui. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que bah, ça fait une parfaite transition pour la prochaine question. Pour en savoir un peu plus, donc là justement, tu nous parles d'exploration, de katana, donc il te sert d'outil pour aller explorer des lieux bon, plus ou moins compliqués et au contraire de l'homme. Si tu pouvais nous décrire justement une exploration bah, qui t'a marqué, donc on va dire du début jusqu'à la fin, comment tu te prépares? Parce qu'il y a forcément une préparation, hein. Tu te dis pas bon allez, je pars, je prends ma voiture, ma loup-garou mobile du coup, comme tu l'as dit, et je vais voir explorer un endroit. Voilà, comment ça se passe pour la préparation, comment ça se passe quand tu y es, et voilà, nous dire en gros une exploration de type en prenant l'exemple que tu n'écoutes, Comment a ça se marqué. passe? Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Merci. Non, blague à part, c'est que en fait, déjà, je vais pas n'importe où. Je vais pas juste dans une forêt ou une zone comme ça mystique. Je vais pas n'importe où. Je vais là où il y a du témoignage. Et j'ai essayé le plus possible, pas toujours, mais le plus possible, d'aller dans des témoignages assez récents. Et je me souviens, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, hein, j'en ai fait quand même, je sais pas, on voit une bonne quinzaine des témoignages, des reportages de terrain déjà, et j'en prépare d'autres. Hein. En Charente-Maritime, une personne m'appelle, une femme, elle était encore sous le choc quand elle m'appelait, elle a vu de ses yeux, en pleine nuit, hein, à promener son chien, à quelques centaines de mètres de chez elle, il y avait une forêt, c'est en Charente, et donc elle avait toutes ses habitudes, tout le temps, c'était toujours la même rengaine, le soir, vers 23h, minuit, tout ça, à promener son chien. Et puis un jour, son chien était à, je sais pas, à 50, 100 mètres, un truc comme ça, et elle a vu un loup-garou, parce qu'elle connaissait pas du tout, mais c'était vraiment la définition tout à fait exacte, un loup-garou arriver, choper le chien par le cou, il l'a éclaté par terre et il est parti avec. Elle l'a jamais retrouvé. Il y avait du sang partout. Les gendarmes sont venus, ils ont effectivement identifié qu'il y avait du sang, et puis regardez la bonne femme choquée comme ça, loup-garou, enfin en gros, elle mettait pas le mot de loup-garou au début parce qu'elle connaissait pas, mais elle disait que c'était un loup énorme en fait, une sorte de gros canidé, mais un monstre, tu vois. Et donc elle a été choquée. Son mari, lui, il était obligé de la croire sur parole parce qu'il n'était pas là. Ces gens-là m'ont invité. Quand ils m'ont invité, j'étais le sauveur. J'étais arrivé, j'étais le messie. Ils me regardaient comme ça. Même la bonne femme a tremblé, tu sais. Et je vais dire, attention, moi, je fais ce que je peux. J'ai un tout petit budget. Tu vois, le budget, on y revient. Voilà, je peux rester 3 jours, 3 nuits ici. Ils m'invitaient, nourri, logé, tu vois. Donc là, c'est un budget en moins quand même. Si on pouvait rester des semaines, des mois, ça serait encore mieux. Tu mets des milliers de caméras dans un périmètre bien défini, ce serait génial, tu vois. Tu fais ça pendant une année complète, sans s'en parce que c'est des caméras comme ça que j'utilise. Tu vois, j'en ai plusieurs caméras de chasse, mais c'est pas sur commande. Surtout que les animaux voient bien quand il y a quelque chose de nouveau comme ça, peuvent identifier, ils voient même, voilà, il peut y avoir des odeurs qui les dérangent. Ils disent tiens, il y a quelqu'un qui. Les odeurs peuvent rester pendant plusieurs jours, donc c'est très compliqué. J'ai eu que 2 images intéressantes avec ces caméras, soyez en passant.
Donc je suis resté, bon, je suis resté chez eux, on a beaucoup parlé, etc. Ils souhaitent conserver l'anonymat parce que en fait déjà les gendarmes les ont pris un peu pour enfin l'a pris pour une barjo. Bon, ça n'est resté là en fait, tu vois. Et euh, et moi j'ai passé, j'ai découvert le lieu, ils m'ont amené sur la zone. Après j'ai passé du temps tout seul parce que je voulais justement limiter les odeurs corporelles et puis aussi le fait de beaucoup parler. Quand avec une personne ou deux personnes, ça m'est déjà arrivé lors de certains reportages, bah forcément tu parles avec eux, puis tu as même tendance à parler beaucoup. Tu vois, donc c'est contre-productif. La chasse au loup-garou, l'idéal c'est d'être tout seul. Il y en a qui me disent j'aimerais bien venir avec toi. Alors moi je leur dis mais il faut pas m'attendre, faut y aller vous, allez-y, j'ai pas le monopole de la chasse au loup-garou, mais aussi l'idéal c'est vraiment d'être seul, même si on peut avoir parfois voilà des résultats si on fait au mieux les choses et c'est petit bonheur à la chance quand même, hein, c'est pas sur commande. L'idéal ça reste quand même d'être seul. Moi je me dis, je me suis toujours dit j'ai eu des résultats parfois à plusieurs, je me dis peut-être que j'aurais optimisé les résultats si j'avais été seul. Donc j'essaie maintenant d'être le plus seul possible. Et donc là, pendant 3 nuits, donc la première nuit, bon, enfin, voilà, ça se passe la gueule. On a un petit souci technique. On va rectifier ça. Vas-y, vas-y. Les aléas du direct. Ah, L'iPad, il a failli passer. On est pas mal. Regarde le. Ah, c'est bon. Désolé du coup. Pas de problème. Donc oui, il y a une préparation, tu vois, il y a une organisation qui se fait, tout ça, puis aussi le voyage, parce que j'habite pas en Charente, moi. Surtout qu'à cette époque-là, j'habitais dans l'Eure, en Eure-et-Loire, pardon. Je passe une journée, une petite journée au préambule, j'installe mes caméras, après j'arrive la nuit, je passe du temps la nuit, alors t'es là la nuit, t'es là, tu fais rien en fait, t'es juste là, en fait tu attends, alors tu te déplaces, bon de temps en temps tu dis bon je vais parler un peu à la caméra quand même, parce qu'il faut bien dire un truc, donc tu parles, puis des fois tu sais même pas quoi dire, en fait, donc puis tu filmes, puis après tu t'arrêtes de filmer, parce que sinon tu vas plus avoir de batterie, parce que des batteries t'en as pas non plus pas nécessairement pas voilà enfin, voilà tu vas pas je filme pas tout le temps après je remets en route tu vois, enfin je fais que ça j'attends j'écoute alors t'as plein de bruits hein, divers et variés et c'est pas trépidant c'est pas cool dans l'absolu de faire ça hein. C'est pas le temps passe pas vite assez anxiogène. Voilà quoi et la troisième nuit au bout de 3 nuits je me sentais observé. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui a des, voilà, des certaines capacités sensorielles où des fois je pressens des choses, je ressens des choses dans différentes zones et je me sentais vraiment observé et je regardais partout quoi, enfin, j'avais ça à faire de toute façon. Et à un moment donné, en balayant, j'ai deux lumières assez fortes, une frontale et une au point, et un caméscope de ce genre-là, tu vois, comme ça. Tu vois, c'est un film, il est très suffisant. C'est bien parce que je peux zoomer, dézoomer, et je peux avoir une caméra au point, c'est bien pour orienter vraiment ce que tu souhaites cibler. Mieux qu'une GoPro parce que là, tu peux pas bien cibler. Et, euh, et puis là, j'ai vu deux yeux rouges. Au début, je croyais que c'était parce que ça arrive très régulièrement des chevreuils. Et ils ont des yeux orange, et des fois, voilà, des fois, je regarde, je vois. Et là, en fait, je voyais, c'était tout noir. En fait, je voyais juste des yeux rouges intenses. Et là, c'était pas un rouge normal. Enfin, un rouge normal. Si, c'était normal, mais je veux dire, c'est pas la même intensité que les chevreuils. Donc là, je me suis dit, wow, c'est- enfin, très vite, je me suis rendu compte qu'on y est, quoi. Et j'arrivais pas à définir la forme. Alors, je me suis approché, et j'ai vu qu'en fait, ça ne bougeait pas. Et j'ai vu que les yeux étaient très écartés. Et j'ai commencé à le voir cligner les yeux. Je voyais bien que ça se fermait. Et puis, je me rapproche, tout doucement, je filme, tant bien que mal, parce que là, il y a une dimension anxiogène qui s'y ajoute, tu sais, parce que là, il y a l'adrénaline, tu sais, t'es excité, enfin, tu vois, c'est vraiment une putain d'ambiance, tu vois, c'est très facile de dire, il faut faire un bon plan, tu t'approches bien, tout ça, mais quand tu es dans une ambiance comme ça, tu n'as pas les mêmes réflexes, tu vois, quand tu as le publicité sur ta chaîne et que tu regardes sur Internet comme ça, tu te dis, ah ben moi, je fais ça, hein. Ah ben, il faut faire ci, il faut faire plein de trucs, hein, quand tu es sur Internet comme ça, tu vois, avec dans la vraie vie, c'est pas pareil. Donc, je me suis approché quand même, j'essaie de malgré tout le maître de mes actes.
Puis connaissant quand même l'animal, ça me permet aussi de relativiser. Je sais très bien que théoriquement, il va pas me sauter la gueule, mais c'est un animal sauvage, le risque zéro n'existe pas non plus. Les yeux rouges sont très impressionnants. C'est un phénomène de porphyrine, donc une pellicule qui est sur les yeux, parce que c'est vraiment une nocturne, donc c'est fait pour les protéger des rayons du soleil. Il y a d'autres animaux qui ont ce phénomène-là, hein, c'est pas les seuls, hein, c'est pas du tout surnaturel. Et là, en m'approchant, j'ai réussi à le filmer et le voir. Je le voyais mieux que dans la vidéo d'ailleurs. Je voyais son épaule, en fait, et son bras, et sa main, en fait, qui était sur l'arbre. Il était, légèrement derrière l'arbre. Il n'était pas complètement derrière l'arbre caché, il était légèrement. Et il mettait sa main sur l'arbre. Et puis à un moment donné, il l'a enlevé. Il a commencé à s'abaisser, à se mettre en quadrupède. Et j'en étais pas large non plus, tu vois. Je me suis approché quand même, j'étais peut-être pas loin, peut-être à 15 mètres, hein, je voyais bien, mais très très sombre, très très noir. Et là, j'ai commencé à entendre du bruit, j'ai commencé légèrement à reculer, et là, j'ai entendu un gros bruit dans les buissons, et j'ai entendu partir sur ma droite, c'est-à-dire sur sa gauche. Et voilà, je sais pas ce qu'il a foutu. Alors moi, j'ai reculé parce que j'avais quand même peur que, soudainement, il devienne un peu con. Parce que tu sais, c'est un animal sauvage, tu sais pas que s'il y a des petits à côté, s'il a la rage, s'il a la gale, s'il a une maladie, tu sais, qui pourrait le rendre un peu mauvais, quoi. Donc, tu vois, faut se méfier quand même. C'est pas c'est pas une coccinelle. Mais ça, c'est l'une de mes expériences. J'en ai d'autres très intenses, mais c'est l'une de mes expériences les plus intenses, tu vois. Et je suis resté. J'ai déjà eu des grognements de loup-garou et je ne suis pas resté. Tu vois. Parce que si, vraiment, de toute façon, comme un chien, s'il grogne dessus, il va pas y aller. Pas normalement. D'accord. Donc, bon, voilà. Donc oui, pour résumer, en gros, hein, ce que tu dis, donc il y a bien souvent, c'est sous témoignage ou information le plus récent possible pour justement aller au cœur, hein, parce que si c'est trop ancien, forcément, il y a de grandes chances qu'il n'y ait plus rien au moment où tu arrives. J'imagine du coup une reconnaissance un petit peu de l'endroit où tu es, parce que tu ne connais pas forcément la région où tu vas, si tu te déplaces dans toute la France. Et puis après, tout une préparation avec différents placements de caméra où toi-même tu es équipé, et là où tu es armé forcément de patience, hein, du coup, et Exactement. d'attente pour justement rencontrer Encore ou une fois, pas. je le dis pour ceux qui arrivent là, si je parle pas du tout de lycanthropie, hein, je parle pas d'un mec qui se transforme les nuits de pleine lune comme à la télé, parce que les gens quand tu leur parles de ça, eux ça y est, ils sont dans des gros délires, ils sont partis en roue libre. Ouais, c'est Ils souvent viennent la réflexion qu'ils vont se faire, justement, ouais, du Ah oui, ils viennent se foutre de ma gueule, alors qu'en fait on parle pas du tout de la même chose. Eux ils peuvent pas comprendre du coup, parce que moi je parle pas de lycanthrope. Oui, nous on parle vraiment dans tous les cas, comme Et- tu le dis, de l'animal loup-garou dans tous les cas qui voilà existe. Toi, tu le sais, tu es un pouvant défendeur de ça, et donc tu as eu la chance de pouvoir justement. Il y a différents. Une chance que j'ai provoqué quand même, c'est pas Bien juste sûr. une chance, c'est un tout petit peu bossé, Bien sûr. mais je continue aussi, hein, et je prépare un troisième livre là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne me croyez pas sur parole, allez vérifier, faites le job. Il y a 170 vidéos, il y a 2 livres à votre disposition, il y en a bientôt un troisième. Il faut avoir une grille de lecture complète, parce que évidemment, moi, toutes les questions de base, de bon sens, j'ai tout passé au peigne fin, la lycanthropie, l'aspect sataniste, l'aspect amérindien, l'aspect chamanique, l'aspect des théories des mondes parallèles, des mondes subtils. Enfin, tu vois, la thèse ufologue, la thèse de l'hybridation humaine, création. Tu vois, j'ai tout passé en revue, si tu veux. Ouais. Donc j'ai un tout petit peu bossé, tu vois. Et c'est pour ça que les gens, quand ils viennent me caricaturer, se foutent de ma gueule, ils se rendent même pas compte du travail que, enfin, sans me vanter, hein, c'est vraiment pas pour me vanter, mais j'ai vraiment, voilà, il faut avoir une grille de lecture complète. Et ces gens-là, au lieu de se moquer bêtement de conneries, c'est un escroc, ils devraient avoir une grille de lecture complète en regardant l'intégralité des travaux fournis. Et ils verraient qu'en fait, je réponds à quasiment tout. Pourquoi il est difficile de trouver des squelettes, d'où ils viennent, leur biologie, leur morphologie, leur fonctionnement, leurs habitudes, ce qu'ils mangent, etc. T'imagines, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir et d'avoir un grand nombre d'informations. Voilà, donc c'est pas juste quelque chose qu'ils aient fait en 3 semaines comme ça, et loin de là. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un peu plus de l'animal maintenant, de son fonctionnement justement, j'ai cru comprendre déjà qu'il était nocturne principalement, mais de ce qu'il mange, comment il vit, comment il se reproduit, parce que c'est des témoignages à travers la France, donc il y a quand même un moyen de reproduction.
À travers tes recherches, tu peux nous Oui, il y a une chaîne décrire? reproductrice naturelle, il y a forcément des mâles, des femelles, des petits, il y a plein de témoignages de jeunes loups-garous, de petits loups-garous, il y en a plein. C'est pas que des gros loups-garous énormes, toujours énervés, comme ça, tu vois, loin de là. Ils sont pas toujours en train de montrer les dents non plus, comme dans les films, tu vois, ils ont une gueule de loup normale, en fait, ils sont pas, ah, putain, je suis énervé, hein. Un peu comme lui, tu vois, regarde, je te montre, tu vois, ça c'est toujours un peu là. J'aime bien ces images-là, mais en fait, ils sont pas comme ça, quoi. Ils ressemblent un peu à ça, mais ils sont pas toujours énervés. Euh, mais donc ils sont très principalement carnivores, charognards. Euh, ils ont une petite dimension herbivore, frugivore même. Ils mangent des fruits, des baies, des trucs comme ça également. Ils tapent principalement dans le petit bétail, tout ce qui est blessé, au-delà des charognes, tout ce qui peut être blessé, petit, les chevreuils, les marcassins, si possible des sangliers, mais c'est plus dangereux, les brebis, les moutons, surtout les petits. C'est des animaux, ça peut paraître étrange et casser les mythes, mais c'est des animaux, comme tous les loups d'ailleurs, hein, qui ont une dimension plutôt lâche, c'est-à-dire dans le sens où ils jouent la prudence, plutôt, pour être plus exact. C'est des animaux plutôt, ils vont vraiment se méfier. Et quand ils commencent à taper dans un peu plus gros, ils sont en meute. Et c'est rare et c'est pas longtemps. Tu vois, ils tapent jamais dans le cheval, dans le gros bœuf, tu vois, dans un truc comme ça. C'est une question de survie pour eux. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils ne s'attaquent pas à l'humain, parce que nous sommes des super prédateurs. Ils le sentent, c'est instinctif. On est dangereux. On est même tellement super prédateurs qu'on est capable de s'entretuer les uns les autres, tu vois. Si je devais caricaturer la chose, on pourrait être plus que deux sur Terre, on serait capable de s'entretuer quand même, tu sais, tellement extraordinaire pour se faire la guerre. Mais enfin voilà, ils le sentent, c'est l'instinct. Donc ils vivent loin de tout et de tout le monde, et principalement beaucoup dans les souterrains de la Terre, qui ne sont pas visités, dans lesquels on ne va pas. En fait, sous la Terre, il y a tout un tas de, de catacombes, de grottes, de souterrains, de carrières, des choses insoupçonnées. Et des cimetières sous nos pieds, des villes souterraines, des lacs souterrains. Il y a plein de trucs sous nos pieds. Les gens ne le savent pas. Ils croient qu'on connaît tous les souterrains. Ils croient qu'on connaît toute la Terre et tous les fonds marins. Mais c'est faux. On ne connaît pas tout ça. Ils ont de beaux jours devant eux quand même, malgré tout, parce que ils peuvent quand même continuer à survivre jusqu'ici. Tu vois, c'est des animaux qui ne s'approchent pas trop de la civilisation. Et quand ça arrive, et ben, il y a des témoignages, donc, mais c'est pas tous les 4 matins, tu vois. C'est pour cette raison que les gens, l'écrasante majorité des gens n'en voient pas. Il y a même plein de chasseurs qui disent, ah, ça fait 20 ans que je fais de la chasse, j'ai jamais vu ça. Et puis c'est étrange parce que j'ai tout un tas de chasseurs qui, eux, bah, ça fait des années aussi qu'ils font ça. Et puis ils y croyaient pas du tout. Ils s'en foutaient d'ailleurs, ils y pensaient même pas. Et puis un jour, ils en voient un, tu vois. Puis ils se disent, ah, j'aurais jamais cru. Ils ne tirent pas la plupart du temps. C'est déjà arrivé, il y a déjà eu quelques shoots de loups-garous, mais c'est rare parce que normalement, un chasseur, ça a une petite formation quand même. Ils doivent toujours identifier ce qu'ils vont tirer. Quand ils n'identifient pas, quand ils sont pas sûrs, ils font très attention les chasseurs. Surtout de nos jours, d'ailleurs. Mais j'ai quelques témoignages il y a des témoignages comme ça dans le monde de chasseurs qui en ont shooté. Euh, Donc voilà, c'est un animal qui effectivement est rare. Il se montre pas comme ça. Il faut aller dans les bonnes zones, y passer beaucoup de temps. Et encore, faut compter un petit peu sur la chance. Moi, si j'adorais sillonner la France, et puis à chaque fois, tu tapes dans le mille, tu reviens avec une super image, tout ça serait génial, quoi. Bien Mais sûr. c'est facile pour les gens d'avoir des exigences, surtout quand ils ne participent pas à mon œuvre. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donnerait si eux le faisaient. Du coup, pour toi, donc, ils seraient dans des tavernes au final, dans des grottes. Des tanières, ils se creusent des tanières aussi, hein, comme les loups. Est-ce que du coup, à travers tes recherches, tu as pu cibler peut-être déjà des nids ou des endroits où potentiellement ils pourraient être, que En tout cas, potentiellement tu gardes secret, ce qui me paraît logique. dans le Jura, la grotte de Saint-Claude, euh, j'ai eu vraiment des phénomènes très étranges. J'étais pas tout seul d'ailleurs. On était trois. On entendait vraiment des respirations très intenses, très glauques. Et ça nous a assez glacé le sang comme c'était. Parce que tu sais, là aussi, il faut contextualiser. Tu es dans une forêt,
tu es sous la terre à 15 mètres de profondeur, donc tu passes, tu vois, et là tu es dans des tunnels, tu dois passer dans des tout petits chemins escarpés, tu as toujours peur que ça s'effondre sur ta gueule et de rester coincé. Ah bah ouais. Tu vois, c'est dans un contexte, donc déjà tout pour flipper quelque part, tu vois. Et moi je déteste ça parce que j'aime pas, je suis un peu claustrophobe, tout ça, je déteste ça, me sentir enfermé comme ça. Donc et puis en plus tu commences à entendre des respirations fortes, des sortes de grognements lointains, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas si ça peut venir, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu captes pas au téléphone, tout ça. Enfin, tu sais, franchement, c'est pas agréable du tout. C'est pas cool, hein, c'est pas un truc super. Les gens croient, des fois, quand ils regardent ça sur Internet, ils disent, oh putain, c'est génial! Oui! C'est pas génial quand il y est, sur le moment. Ouais, T'as c'est sûr. t'as intérêt d'être vraiment, vraiment passionné. Et, mais je te dis, ce genre de truc-là, je déteste ça. J'aime pas et j'y vais le moins possible, dans les souterrains comme ça. Mais, il faudrait une équipe de spéléologues et faire un travail surtout dans les grottes, dans les cavités qu'il y a dans l'est, le sud-est de la France, parce que c'est là où il y a le plus de témoignages. Euh, en tout cas pour ce qui est de la France. Il y en a partout en France, mais il y a une dominante dans le sud-est. Donc il faudrait aller se taper toutes les cavités, tous les souterrains, mettre des millions et des millions, payer grassement des spéléologues, des scientifiques pour faire toutes les cavités des souterrains dans le Gard, dans toutes ces zones-là, quoi. Et ça n'arrive pas, évidemment, ils ne font pas ça. Bon, Dans le Gard, notamment, tu en as eu des témoignages? ouais, plein, il y en a eu plein des témoignages dans le Gard. Et puis, j'en ai quelques témoignages. Alors, je me suis beaucoup ciblé sur la France. J'ai fait quelques exceptions. J'en ai un peu au Pakistan, en Espagne, Belgique, Suisse, Italie. À gauche, à droite, tu vois, mais je reste quand même ciblé sur la France. C'est pour ça que ça s'appelle Loup-garou France, d'ailleurs, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais il y en a partout, même en Corse, j'en ai eu en Corse, j'en ai eu 4 ou 5 en Corse. Et du coup, on a une question justement par rapport à ça, aux différents témoignages que tu as pu avoir. Est-ce que tu as eu des gens qui ont témoigné auprès de toi ou que tu as entendu d'attaques de loups-garous sur l'homme justement? Toi, à ta connaissance, on reviendra un peu sur cet aspect-là aussi pour un événement un peu plus connu qu'il y a eu il y a 250 ans, on en parlera après. Mais toi, en tout cas, toi, avec ton témoignage sur tes 20 ans de recul, tu as déjà eu de témoignages d'attaques sur l'homme? Des gens qui viennent me parler et qui me parlent d'attaque, j'en ai eu qu'un seul. La personne est morte, enfin, pas la personne qui témoigne, mais disons que, enfin, c'est compliqué. C'est que c'était au Pakistan, donc c'est pas en France. C'était loin, 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 dans des contrées lointaines. Les paysans croyaient que c'était des démons. Tu sais, il y a une dimension islamique un peu. Ils croyaient que c'était des djinns, des démons, des chétans, des trucs comme ça. Tu sais, donc ils aimaient pas ces créatures-là. Et puis ils retrouvaient régulièrement les moutons, les trucs comme ça, morts ou carrément enlevés même. Hein. Je crois même, je sais plus si c'est dans ces témoignages-là. Enfin, il y en a plusieurs. Des chiens qui se faisaient enlever. Donc ils avaient peur. Et cette femme qui était là en vacances avec eux, parce que son mari était pakistanais et il l'avait amené dans cette zone-là pour, je crois, 2, 3 mois de vacances. Donc elle avait, enfin c'est une longue histoire, vraiment ça prend du temps, faut l'écouter sur témoignage parce que on croirait que c'est un film hein, quasiment, mais c'est la réalité. Où elle a vu des loups-garous et à un moment donné elle en a vu une vingtaine, hein, une meute de loups-garous complète. Et ils étaient, ils ont entendu arriver. Et quand ils arrivaient, ça faisait comme des chevaux au galop. Et ça leur a fait peur. Et il y en a qui sont sortis avec les fusils, tu vois. Et il y en a un qui s'est fait vraiment dépioter et il est mort sur place, le mec, quoi. Et il faut vraiment que vous écoutiez ce témoignage-là parce que il est vraiment très très puissant ce témoignage-là et les Bédouins, les mecs, enfin les paysans, tout ça, ont vraiment eu peur parce qu'ils étaient très nombreux, ces loups-garous-là, et surpuissance, des loups-garous qui faisaient entre 2,50 m et 2,80 m en bipède, c'est des forces de la nature. Donc pour eux, dans leur tête, c'est des sortes d'esprits je sais, ils ont une dimension très, comment on appelle ça? Ils sont superstitieux, voilà. Ils sont très 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 superstitieux. Ils voient plein de signes, plein de trucs partout. Donc pour eux, c'est même pas des créatures humaines, c'est des créatures du diable. Tu vois, donc voilà, c'est un peu archaïque quoi leur pensée. Et puis ensuite, les loups-garous sont tous partis, mais ils sont venus parce que il y en avait un
qui avait appelé, en fait, il avait émis des sons, une sonorité. Alors, faut que je me remette, je me remette dans le contexte parce qu'il y a beaucoup de détails dans ce témoignage-là. C'est en fait un loup-garou qui était présent. Il y avait un mec qui était sorti avec un fusil et le loup-garou, sentant l'agressivité, a émis des sons, en fait, une sonorité, une sorte de hurlement, de chant. Et c'est là que quelques minutes après, il a commencé à avoir des yeux qui commençaient à débarquer, des bruits de pas qui commençaient à débarquer. Il y avait eu environ une vingtaine de loups-garous qui étaient présents, qui sont arrivés. Donc il y a une dimension collective. Et c'est pas la seule fois, hein. Il y a plusieurs loups-garous en même temps, hein. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Donc ils ont une dimension collective aussi, hein, même s'il y a souvent des solitaires, ils savent se reconnaître, ils savent communiquer entre eux, hein, comme tous les animaux d'ailleurs. Et donc le loup-garou qui était présent a eu peur de ce mec qui avait un flingue comme ça, et il lui a sauté dessus, et il lui a déchiqueté le ventre en fait. Et la témoin en question qui a vu ça, qui n'était pas dans son pays d'origine, a été traumatisée, elle a été choquée, hein, quand enfin, vraiment écouter ce témoignage-là. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment eu super peur, quoi. Et mais bon, vraiment, allez voir le témoignage là parce qu'il est vaste, hein. Il y a plein de détails, et il n'y a pas juste ça, hein, On peut le retrouver où ce témoignage du coup pour ceux qui le connaissent pas forcément Sur Loup-garou France, la chaîne YouTube Loup-garou France. Je ne sais plus quel témoignage c'est parce qu'il y en a 114. Après, il y en a des milliers dans le monde. J'ai vu quelques témoignages aux États-Unis d'attaques de loups-garous. Mais c'est rare. La dominante, à 99% du temps quand même, ça n'attaque pas. C'est pas naturel pour un loup-garou d'attaquer un être humain comme à la télé. Tu vois, c'est une question de survie. L'instinct de survie fait qu'ils vont savoir qu'ils ont plus de chances de survie en fuyant qu'en affrontant. Comme tout prédateur en Comme soi. tout prédateur en soi. Ils peuvent être curieux, surtout s'il y a des odeurs de bouffe. Donc ils peuvent s'approcher parfois avec certaines souplesses. Ils peuvent suivre certaines personnes, mais ils s'en approchent pas comme ça trop proche. Enfin, ça, il y a quelques témoignages comme ça, mais c'est rare. T'as jamais essayé de mettre justement des appâts avec la caméra de... Si, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas eu de résultat pour le moment en tout cas. Justement un mouvement qui se déclenche sur les mouvements et pas de résultat. Une caméra, enfin ce genre de caméra là, celle-là, ouais. aux arbres. Et puis ensuite avec j'ai foutu de la barbaque dans un arbre parce qu'il grimpe aux arbres comme tu sais. Donc mais j'ai eu aucun résultat. L'avion était toujours là. Mais je réitérerai l'expérience plus tard aussi. Hein, j'en ai pas fini, hein, loin de là. Mais non, malheureusement, ça reste au petit bonheur la chance quand même, quoi. Même si on la provoque la chance, c'est pas du surcommande. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi une forme d'intelligence qui leur permet de pouvoir aussi bien identifier l'homme et la manière d'approche de l'homme, peut-être la sentir au loin, des kilomètres ou autre, pour tout le temps nous éviter et au final répondre à ces questions je vois dans le chat passer des chasseurs justement notamment. Toutes ces personnes qui travaillent aussi en forêt, qui ne les ont pas croisées, ou qui n'ont pas croisé encore du moins. Moi, j'ai des témoignages de chasseurs, de gardes forestiers, j'en ai. Hein. Oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'ils n'ont pas une certaine faculté aussi à pouvoir nous éviter En fait, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ça aussi. C'est qu'on laisse beaucoup d'odeurs quand tu passes dans la forêt. Surtout si tu laisses un objet dans la forêt, il y a des odeurs dessus. Hein. Et les animaux peuvent repérer, hein, ils peuvent repérer des petits trucs qui changent, hein, même des fois. Hein. Tu sais, ils disent, ah tiens, il y avait ça, là ça y est plus, hein, ils vont se méfier, ils vont faire attention. Donc des fois, on peut être étonné, surtout qu'ils ont un instinct extrêmement développé. Ils se méfient énormément. Et moi, et pour cause d'ailleurs, j'ai eu que 2 images intéressantes avec ce genre de caméra-là, ce qui n'est pas énorme, mais bon, j'espère avec le temps en avoir plus. Notamment les dernières images, c'était en Eure-et-Loire. Pas très loin de Vendôme, pas trop loin. Et là, j'ai réussi à capter une image de loup-garou qui était en bipède, qui courait au loin. Donc la caméra s'est déclenchée et ensuite la caméra a été touchée. Sauf que je ne vois rien à la caméra. En fait, ça a été touché de derrière, je pense. Il a dû, à mon avis, parce que
on voit la caméra qui bouge. Et puis même moi, quand je suis arrivé, j'ai été 2 semaines, je les ai laissés 2 semaines. Je suis arrivé, j'ai vu que la caméra était plus normale, quoi, comme j'avais mis. Enfin, j'en avais mis 6. Donc, j'ai bien vu qu'elle était plus dans son axe. Et là, j'ai tout de suite regardé. Et sur le moment, j'ai pas vu le loup-garou parce qu'il est loin. On le voit loin. Il doit être au moins à 25 mètres, 30 mètres, tu vois, un truc comme ça. On le voit courir, très aérien, très. Tu sais, ils ont une dimension très aérienne. Hein. Quand ils courent debout, c'est très impressionnant. C'est gracieux hein, presque. Alors que leur long bras, il sort du talus comme ça, puis il se barre dans la forêt. Je sais pas ce qu'il fout, mais la même image, la rush, moi c'est des rushs de 2 minutes. Mais et puis derrière, en fait, je pense qu'il est passé derrière et il a touché la sangle à laquelle, parce que en fait, si tu veux pour te montrer, c'est avec des sangles comme ça et c'est accroché derrière les arbres. Okay. À mon avis, comme on voit rien devant, il y a rien qui passe devant, je pense qu'il a dû toucher un truc derrière, il a dû tirer dessus ou je sais pas, et ça a décalé la caméra. Après la caméra était de travers comme ça. Et ça, c'était sur la même rush. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que peut-être que je me serais pas aperçu de l'image en question, parce que ça passe très très vite et c'est lointain. Malheureusement, c'est une image à la fois fabuleuse, parce qu'elle est authentique, et en même temps frustrante, parce que c'est pas très très près. Et c'est aussi toute la problématique, c'est qu'on a très peu de vidéos proches. On en a que 3 des vidéos proches. Et elles ne sont pas de moi. Tu vois? Donc, en tout, je comptabilise de façon officielle 7 vidéos authentiques de loup-garou. Donc c'est pas énorme. Les autres sont tous des fakes. Et puis du Direwolf, je pense pas qu'il y en a en France. Le Direwolf dont j'ai parlé tout à l'heure, le loup géant. Moi je connais 3 vidéos. 3 vidéos tout à fait authentiques. Donc une vidéo qui peut-être vous avez déjà vue d'un loup géant, hein, comme une sorte de grand poney, on va dire, ou de petit cheval, qui court après un chien. Ouais, j'ai vu la vidéo. Ouais. Ça s'appelle le Direwolf. Mais okay. Comme le loup-garou, les gens connaissent pas parce que tu sais, les gens sont formatés. Tu sais, c'est même dans la chasse, il y a un formatage. Voilà, les animaux, c'est ça, 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 ça. On leur apprend pas que il puisse y avoir d'autres possibilités, tu vois. Alors du coup, ils se disent, on connaît tout, on sait tout, on est chasseurs depuis 20 ans. Et tu vois, et puis les chasseurs qui me disent, j'ai chassé toute ma vie, j'avais jamais vu ça. Putain, j'avais pas, ça les choque parce qu'en fait, ils croyaient tout connaître. Et ce qui est bien, c'est que ça les amène à un tout petit peu d'humilité. Arrête ton massacre, tu ne connais pas tout de la faune, de la flore, des cavités, des souterrains, des mystères de ce monde, tu ne connais pas tout, c'est juste ça la réalité. Et ça leur fait, voilà, ça les amène à un tout petit peu d'humilité. On a une question aussi, là je vois dans le chat, qui est assez basique mais qui a son importance hein, pour ceux qui connaissent pas forcément. Tout simplement, si tu pouvais nous expliquer, pareil, assez brièvement et facilement, la différence entre un loup tel qu'on peut les voir facilement, enfin les reconnaître, et les loups-garous, créatures beaucoup plus compliquées justement à capter comme tu peux l'expliquer. Voilà, les grandes différences entre le loup classique et le loup-garou. Tous les lupus banals, loup gris, tout ça, enfin, on les reconnaît très facilement. On sait tous à quoi ça ressemble et ils sont toujours en quadrupède. Or, les grandes différences avec les loups-garous, c'est que bien qu'ils aient un faciès de loup et même un corps en partie de loup, ils ont une grosse gueule, large, plus grande, plus large. Donc déjà, ils s'aperçoivent qu'il y a un truc qui va pas. Si il a les yeux rouges, c'est encore plus inquiétant. Parfois, ils ont les yeux noirs ou parfois ambre ou acajou. Ça arrive aussi. Donc, il y a différentes races, hein, différentes morphologies. Ils sont pas tous identiques. Hein. Il y en a des blancs, des gris, des marrons, des noirs intenses, beaucoup de noirs. Ils ont le train supérieur surélevé parce qu'ils ont de longs bras. Quand ils sont debout, les bras arrivent approximativement aux genoux. Donc, ils ont des cuisses très musclées, ils ont une taille plutôt fine, ils sont légèrement bossus à différents degrés au niveau du dos. La crinière est plus ou moins proéminente. Ils ont un torse très large et un coffre très important. Leur sonorité correspond vraiment à un gros coffre. Moi, j'ai entendu de mes oreilles hein, et enregistré en vidéo des sonorités de loup-garou, des grognements de loup-garou. Je le sais tout de suite. C'est pas un sanglier. Bon, je connais aussi un petit peu la faune, hein, à force de traîner dans les forêts, faire ce que je fais. Ah, les sangliers, ça grogne, hein, attention, ça peut être très impressionnant d'ailleurs en vérité. Par contre, il n'y a pas de reflet dans les yeux, par exemple. Mais bon, bref, là, c'est vraiment un son c'est un canidé, hein, le loup-garou, mais c'est une sonorité de félin, Ouais, comme un tigre.
C'est un rugissement, en fait. C'est complètement dingue. Et tu le sens, c'est pas spirituel, hein, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant que tu le sens vibrer en toi. C'est bizarre, mais ça, moi, je me rappelle très bien parce que ça m'est arrivé, ça m'est arrivé 3 fois. C'est comme si, en fait, il y avait une vibration qui passait dans la terre, qui te remontait dedans, et tu sais, qui t'envahit de frissons comme ça, et naturellement, c'est bizarre, t'as envie de partir. Tu sais, Ouais. Généralement, tu te dis pas je vais rester, quoi. non, il y a un respect qui s'impose, étrangement. Tu vois, tu le respectes, la bête. Non, mais je rigole, mais c'est un choc. Surtout que tu t'y attends pas. Je me rappelle une fois, c'était à Salazac, et j'étais pas seul d'ailleurs. J'entendais des grognements bizarres comme ça, mais, tu sais, bon, c'était un peu lointain, c'était sourd, tout ça, donc, bah, tu t'en vas pas tout de suite, tu vas quand même rester un petit peu. On voit une voiture qui débarque, une Jeep. Non, c'était pas une Jeep, c'était, tu sais, une voiture américaine, pick-up. Tu vois, un truc de ce genre-là, tu vois. Des chasseurs, tu vois, qui se baladent là-dedans, en pleine forêt, tout ça. Qu'est-ce qui branle là en pleine nuit, tu vois. C'était très bizarre, tu vois. Alors nous, bon, on se met sur le bas-côté. Putain, on est étonnés, tu vois. Puis on continue notre aventure. Puis après, on entendait des bruits bizarres, tu vois, on se disait, bon, il y a peut-être un sanglier, des chevreuils, tu sais, il peut y avoir un blaireau, il peut y avoir, tu sais, des animaux divers et variés, c'est la forêt, la nuit, ça vit énormément, donc il y a plus ou moins de bruit quand même. Et, euh, et puis à un moment donné, je regardais au niveau d'une zone où il y avait de l'eau, tu sais. Et là, je vois en fait une trace de canidés, enfin, c'était assez imposant, tu vois. Putain, tu vois, ces sonorités-là, la forêt, le pick-up qui est là, tu sais pas ce qui branle en pleine nuit, qu'est-ce qu'ils ont foutu ici, tu sais. Ah, tu sais, t'es dans une ambiance, tu vois une trace comme ça, au bord de l'eau. Putain, tu sais, je regarde mon pote, et je lui dis, putain, on est en train de vivre, enfin, c'est ouf, quoi. Enfin, bref, en plus, il y a tout un contexte auparavant, il faut vraiment regarder le reportage complet. Et puis, à un moment donné, je commence à m'approcher, enfin, sans le savoir, d'un loup-garou, mais je savais pas du tout qu'il y en avait un à cet endroit-là avec mon pote. Et là, dans un buisson, dans un bosquet, je sais pas, à 3 mètres de nous, hein, c'est très très près, on entend un grognement d'enfer. C'était horrible. On est parti en courant, vite, 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 vite. Ça nous a vraiment glacé le sang, ça nous a vraiment fait peur. Comme si, en fait, on allait se faire attaquer. Ça nous a pas figé, c'était pas possible parce que on a vraiment eu le sentiment que ça allait nous sauter dessus. Donc, bah, on a couru. Ça m'est arrivé 2 fois de courir d'ailleurs. Alors, bah, voilà, mais c'est pas systématique, loin de là, heureusement. Mais en tout cas, ça, c'est des chocs. Hein. Après, faut dormir la nuit, des nuits. Puis après, faut montrer ça publiquement. Faut expliquer aux gens, tu vois. Et là, tu sais que tu vas avoir plein de haters aussi, plein de tarés, tout ça, qui vont dire que t'es un escroc, que t'as inventé tout ça, ou que je sais pas quoi, ou que, tu vois. Et les gens, des gens qui vont tellement loin dans leur délire et dans leur nihilisme et dans leur manque de connaissances qu'ils arrivent à s'auto-persuader qu'en fait, tous les intervenants, tous les témoignages, il y en a 114, c'est tous des comédiens, c'est tous des acteurs, c'est tout, tu vois. Et alors, s'ils prennent le temps de regarder les milliers de témoignages dans le monde, pour eux, ça serait que des comédiens, que des acteurs. C'est ridicule. Il y a trop de détails, il y a trop de témoignages. Et puis, quand tu rencontres les gens, quand tu les vois de visu, tu vois tout de suite qu'ils ne mentent pas, quoi. C'est un travail quand même journalistique, hein. C'est-à-dire donc que tu poses des questions, et même parfois des questions pièges. Peut-être qu'il y a des stratégies à mettre en place tu vois, voilà, pour tenter, sans être infaillible, hein, mais pour tenter d'identifier s'il y a un truc qui va pas, tu vois. Donc, j'en dirai pas plus par rapport à ça, mais voilà, il existe un certain nombre de techniques. En même temps qu'on pose des questions aussi, on épingle, enfin on reprend des questions dans le chat pour créer de l'interaction. On voit un petit débat là qui se lance par rapport à ça, qui est intéressant. Est-ce que tu as eu des témoignages ou est-ce qu'il y a eu des cadavres de retrouvés de loups-garous ou bien même des ossements, même j'irais dire des poils, enfin Ouais, toute trace, toute traçabilité du loup-garou. biologique, on va Biologique, dire, ouais, voilà, c'est ça, loup-garou. de l'espèce. Oui, oui, oui. Ben, je me rappelle plusieurs fois. Aux États-Unis, il y en a même plusieurs. Un témoignage que moi j'ai eu, par exemple, d'une femme qui a vu 2 loups-garous morts, chassés, tués par des chasseurs, et les autorités sont venus, hein, des équarrisseurs, les gendarmes ont débarqué, ils ont embarqué les corps. Ils savent pas du tout où il était. C'était une femelle avec un petit. Où elle a très très bien vu. Elle était devant, quoi, en fait, et elle était très triste.
Et parce que là aussi c'est une longue histoire, je pourrais tout vous raconter en détail, mais ça pourrait prendre du temps. On a beaucoup de temps ou Oui, 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 on a encore encore. un peu de temps, Oui. on a quelques questions encore de noter. ok. Après, on échange aussi avec N'hésitez pas, hein, si j'ai des questions chat en même temps. franchement, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude. Ouais, on Non, prend les non, questions du on chat. est transparent, hein, Ouais, vraiment. Toutes les ouais, questions ouais. du chat, on les transpose, Ok, c'est ok. intéressant, au contraire, hein, ouais. On a de ma veste. Des petits conflits. Euh, En fait, cette femme vivait en Espagne et elle avait l'habitude, parce que c'était une époque d'insouciance où en fait les enfants pouvaient se balader en forêt seuls sans avoir de problème. Donc c'est une époque révolue aujourd'hui, mais à l'époque c'était normal. Elle allait chercher son sandwich, machin, ses petites habitudes, et puis elle allait chercher dans la forêt. C'était des passions saines qui se sont perdues aussi, des mues de serpents qu'elle collectionnait, qu'elle faisait sécher, des trucs comme ça, tu sais, bon. Et c'est un truc qui date des années 60, tu vois, un truc de ce genre-là. Et donc, elle se baladait, puis à un moment donné, elle voit une sorte de gros trou comme ça, fait avec des branches. Elle est étonnée parce que c'est bien fait, c'est pas comme si c'est un truc tout pourri, tu vois, on voit il y a une intelligence qui a créé ça. Elle entre dedans, et puis donc elle s'accroupit un peu, elle entre dedans, puis elle arrive au fond, puis elle voyait je crois, je me rappelle plus tous les détails, mais elle voyait des ossements, des morceaux de trucs, de bouffe. Et puis à un moment donné, elle se sent enfin pas attaquée, mais euh, bousculée, et même, je crois, mordre ou griffer au niveau du bas-ventre, tac, comme ça, et ce qu'elle pense être un loup un peu bizarre au début, elle le voit, qui lui a tiré son sac comme ça, et il était petit, c'était un jeune. Et elle voyait qu'il était, pour elle, dans sa tête de gamine, c'était un gros chien moche. En fait, c'est juste ça, en fait. Et elle disait, pour réutiliser ces mots, ça je m'en souviens bien, elle disait, parce que je me souviens pas forcément de tous les détails, parce que j'en entends des milliers de témoignages comme ça, donc je peux pas me souvenir de tout, mais elle disait qu'il bouffait comme un cochon. Vraiment, il avait été mort de faim, en fait. Et donc, il bouffait dans son sac. Elle avait des sandwichs, tout ça, il bouffait tout, en fait. Et pendant qu'il bouffait, il était pas du tout agressif, mais il avait des mains bizarres, enfin, des pattes pour elle, mais bizarres, tout ça. Mais elle voyait que c'était un chien, un drôle de chien. Mais, au prime abord, bien qu'il lui ait tiré le sac et griffé en même temps, bah, il n'était pas hostile envers elle. Elle passe à côté, tout ça, machin, puis elle se barre par le même petit trou, et puis elle rentre chez elle, elle en parle à son père, et son père lui pose des questions, et il écoute, et lui dit, et en fait, il comprend tout de suite quel genre d'animal il est question, parce qu'en fait, son père était un résistant de la Deuxième Guerre mondiale, et il avait vu un loup-garou pendant la guerre, comme ça. Et ils étaient, je crois, deux, et il l'avait en joue, mais ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils n'ont pas tiré tout de suite. Puis quand ils ont vu que c'était un animal qui ne se préoccupait pas d'eux, il est juste passé comme ça, normal, quoi, normal, hein, un loup-garou, quoi. Et ils n'ont pas tiré. Mais donc ils savaient que ça existait, ces genres d'animaux, que c'est des animaux nobles et rares. Donc là, il a compris en fait que peut-être c'était ça. Il lui a demandé de l'amener sur le terrain en question. Et entre-temps, il y a des amis à son père qui l'ont appelé, lui demander de venir voir parce qu'ils avaient dézingué deux gros loups. Et donc lui, il y a été avec sa fille. Et quand ils sont arrivés, c'est là qu'ils ont vu en fait un jeune loup et une louve-garou morte, étalée par terre comme ça. Et elle était triste parce qu'elle disait que bah elle croyait que c'était le jeune loup-garou qui était qui venait de voir en fait, tu sais, qui avait volé sa bouffe. Et puis en fait c'était pas lui, c'était peut-être de la même famille, mais c'était pas eux. Donc elle a vu donc des gens venir chercher tout ça, bon, ramener tout ça dans les camionnettes, tout ça, puis ils se sont barrés. Et puis donc ils ont été sur le terrain et ils se sont aperçus, donc le papa et sa fille sont arrivés sur le terrain, ils ont vu effectivement que le loup-garou, le jeune, était là et qu'il était blessé en fait. Il pouvait pas bien marcher correctement, il avait un problème au niveau du train arrière. Et donc il s'en approchait pas trop et tous les jours, pendant 10 jours, ils lui ont ramené de la viande, plein de trucs à bouffer parce il était seul en fait. Sa mère peut-être venait de mourir, tout ça, il était abandonné. Et puis au bout d'un moment, bah, au bout d'une dizaine de jours, à force de ramener à bouffer, il était toujours là, mais rien n'évoluait.
il a utilisé une substance, je pense, l'éther ou un truc comme ça, pour l'endormir. Il l'a pris sur ses épaules, c'était un jeune, donc c'était assez facile. Il l'a pris sur ses épaules, il l'a foutu dans sa vieille voiture, et il était propriétaire d'une colline, d'une petite colline, d'une montagne, d'une zone privée comme ça qui était à lui. Et il l'a amené, et comme il connaissait bien on appelle ça aujourd'hui le survivalisme, la nature, tout ça, il est resté avec le loup-garou pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, il s'est occupé de lui, il l'a guéri, il l'a nourri perpétuellement. Et, euh, et le loup-garou, naturellement, au bout de 3 semaines, a repris beaucoup de force, il a commencé à guérir, et il est parti subitement comme ça de lui-même, sans demander son reste. Et alors ça peut paraître une histoire complètement dingue et folle, mais c'est garanti que moi j'ai longuement discuté avec cette femme, avant, pendant et après le témoignage. Et je peux vous dire qu'en plus c'est une femme qui n'a aucun intérêt à mentir, parce que déjà elle n'est pas publique, elle n'a pas aucun intérêt à faire du buzz. Et puis voilà, pour aller jusqu'au bout, cette femme avait un cancer qui était en phase terminale, tout ça, donc je veux dire, aucun intérêt à raconter des conneries pour se faire du pognon, pour se faire mousser, rien de tout ça. Et elle était très heureuse de pouvoir m'en parler et d'écouter quelqu'un qui l'écoute et qui aussi puisse parfois répondre à certains éléments de questions, parce que c'était pas une spécialiste non plus, mais ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu. C'est une histoire fabuleuse. Donc, ouais, par exemple en Bretagne, pas très très loin de chez moi. Je me rappelle plus exactement où, mais parce que non, c'est pareil, il y a trop de zones, mais effectivement, des ossements de loup-garou ont été trouvés par la gendarmerie. Vous pouvez voir le témoignage, hein, le gars, il a bien vu un loup-garou, tout ça, puis voilà, ça a fait venir les gendarmes qui ont fait des fouilles, tout ça, ils sont tombés sur des ossements bizarres, ils ont un gros crâne énorme de canidé, etc. Il y a plein de témoignages comme ça, en fait, c'est pas un truc qui n'existe pas. Tu vois, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un élément. Il y a beaucoup de gens qui te disent, qui connaissent pas du tout la faune, hein, d'ailleurs. Ouais, comment ça se fait qu'on retrouve pas des squelettes de loup-garou? Hein, c'est bizarre quand même. On devrait en trouver alors. Mais ils ne savent pas comment les animaux meurent. En fait, quand déjà un animal naturellement ne sait pas qu'il va mourir. En fait, il a un instinct de survie naturel, mais ils n'ont pas cet état de conscience que nous on a. On sait qu'un jour on passe de l'autre côté dans des mondes subtils, etc. Alors, enfin, en tout cas pour moi, c'est ce que je crois. Mais eux ne savent pas jusqu'au dernier instant. Quand ils sentent la mort arriver, ils se mettent loin de tout et de tout le monde. Ils veulent mourir en paix, tranquillement. Donc ils vont dans des zones déjà très compliquées d'accès. Premièrement. Ensuite, quand quand ils meurent, il y a tout de suite ce qu'on appelle le biotope qui se met en place. À savoir, alors ça dépend là où ils vont mourir. Il peut y avoir tous les insectes, toutes formes d'insectes qui commencent à bouffer les corps, des volatiles, des charognards qui commencent à débarquer, l'acidité des sols, l'acidité de la pluie. Il y a plein de choses qui font que, en fait, les animaux, ils vont pas rester là pendant des années et des années à attendre pour que ces braves gens aient des preuves, enfin, tu sais, qu'ils exigent. Alors qu'en fait, s'ils avaient étudié mes propos, parce que moi, j'entre dans tous les détails, hein, là, je la fais de façon très paraphrasée, hein, je synthétise vachement ce que je dis, parce qu'il y a plein d'autres informations à donner, forcément. Donc, moi, comme, vraiment, j'ai passé tout au peigne fin. Et d'ailleurs, moi, quand je travaille sur un sujet, et pas que sur le loup-garou, j'ai tendance à faire ça. Hein. Ceux qui me suivent bien depuis des années le savent. Quand je travaille sur un sujet, vraiment, je le décortique à fond. C'est un peu ma spécialité, quoi. J'ai un travail journalistique, indépendant, voilà, pour avoir une grille de lecture la plus complète possible. Et je fais l'avocat du diable. Hein. J'essaie de me contredire moi-même, etc. J'ai besoin de personne pour me contredire. Hein. Je me contredis tout seul pour essayer d'obtenir des réponses, tout ça, tu vois. Ok. Et justement, donc par rapport à ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, différents témoignages, donc tu nous as évoqué justement cette histoire qui est vraiment intéressante au Pakistan. Mais pour recentrer le sujet plutôt sur la France, donc recentrer géographiquement mais pas historiquement, parce que c'est une histoire qui a 250 ans, on va parler de l'histoire de la baie du Gévaudan. Est-ce que, selon toi, donc, cette baie du Gévaudan, pour rappel, hein, pour mettre le contexte pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est une attaque qui a été commise par plusieurs canidés, donc dans la Lozère, hein, comme on peut la connaître aujourd'hui en France, où il y a quand même eu entre 90 et 120 personnes tuées. On n'a pas vraiment le chiffre exact, hein, et c'était dans les années 1760. Donc c'est assez ancien.
Entre 1764 et Voilà. 1767, très exactement. C'est ça. Donc ça, ben, on peut faire de suite le parallèle, bien évidemment, sur est-ce que ça peut être lié à des loups-garous, parce que des animaux, enfin des canidés qui peuvent tuer autant d'hommes, il faut quand même qu'ils soient assez puissants, forts, et c'est pas à la portée de tout animal de pouvoir faire ça. Donc voilà, avoir ton avis sur toi, si tu as fait des recherches sur ça, Bah, tu vois, bah évidemment, parce que c'est, encore une fois, quand j'étais à me mes concerne. débuts, je me suis posé toutes les questions de base, hein. Donc ça, c'est une représentation de Jean Chastel. Donc évidemment, en fait, je passe tout, même si le livre paraît petit comme ça, mais il est petit mais costaud, hein. Enfin, les deux d'ailleurs, ils sont assez fins, mais vraiment, on peut les avoir uniquement en passant par mes liens privés, hein. En me contactant en privé, ils sont en rupture de stock sur Amazon, ça a explosé. Parce que ça commence sérieusement à se savoir quand même, cette histoire. Et donc, ils voient le sérieux et le bien fondé de mes propos, donc les gens se disent quand même, il y a quelque chose à comprendre. Et donc, je parle évidemment aussi de la bête du Gévaudan, et d'ailleurs de toute forme de bête qu'on appelle les bêtes dévorantes. La bête des Vosges, la bête de Notes, la bête d'Evreux, la bête d'Orléans, la bête, toute la bête, mais toutes les bêtes, mais en soi, la bête du Gévaudan, techniquement, n'a pas de lien avec le loup-garou. En fait, alors là, j'ai consulté les archives, je te parle de ça il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années bientôt. Pareil, quand j'ai commencé à découvrir cet animal-là, c'est l'une des premières choses à laquelle j'ai pensé. Donc j'ai commencé à consulter les archives, j'ai bouquiné, j'ai regardé quelques conférences de spécialistes, des historiens, ce qu'ils pouvaient raconter, la définition de la bête, comment elle était, ce qu'on en disait, quelle était la dimension écrite, quelle était la dimension orale aussi, parce qu'il y a une dimension, il y a une tradition orale aussi, donc des fois qui peut être naturellement déformée, donc parfois comme par exemple le fait que Jean Chastel aurait tué la bête lui-même, ça c'est la tradition orale, il n'y a pas d'écrit réel par exemple sur ça. Donc tu vois, quand je te dis je passe tout au peigne fin, je passe tout au peigne fin. Je sais de quoi je parle, je suis pas un malade mental qui cherche à faire du buzz vulgairement comme ça. C'est donc en fait c'était un chien loup en fait. Donc c'est un molosse qui était dressé à l'attaque. La famille Chastel était spécialisée dans le dressage de molosses comme ça, et ils faisaient des hybridations et ils y avaient foutu une cuirasse orangeâtre, rougeâtre sur le corps, bien spécifique, assez qui lui donnait un autre aspect quand même pour le protéger des balles des dragons, des flèches des arquebusiers, des balles tu sais, des paysans quand ils étaient battus, des trucs comme ça. Donc forcément c'était difficile de l'avoir quoi, ou de les avoir parce que peut-être qu'il y en avait plusieurs. Mais d'ailleurs quand la famille Chastel, je crois que c'est de mémoire, parce que ça date et c'est pas un sujet qui m'intéresse pour être très honnête. C'est Antoine et Jean Chastel, à un moment donné, ils étaient en tôle, je crois, ou un truc comme ça. Ça s'était arrêté. Ah, et ils ressortent, ça recommence. Ah là là, vraiment, ils font équipe. En fait, voilà, on sait très bien qu'il y a la main de l'homme. D'ailleurs, quand tu consultes les archives, le linge était parfois replié parfaitement, nickel, t'avais des têtes coupées, machin, truc. On voit bien que c'est pas du tout le fruit d'une créature, je dirais, ordinaire comme ça. Il y a la main de l'homme derrière, un peu vulgairement comme dans le Pacte des loups. Donc, moi, tu sais, quand j'ai potassé ça pendant quelques mois, et puis après, bah, dans mes études, dans mon travail journalistique, je passe à autre chose. Après, j'ai vu, c'est pas un loup-garou, bon, bah, ça m'intéresse pas. C'est intéressant sur le plan historique. Comme ça, bon, le manque de connaissances n'est bon pour personne, donc c'est intéressant de le savoir. Si tu veux. Après, moi, je suis passé à autre chose depuis des années, voilà. C'est pas un loup-garou. Ok. Et selon toi, du coup, bah, pour élargir justement le sujet, parce qu'il y a différentes bêtes, hein, comme tu as pu un peu en citer quelques-unes, est-ce que justement, dans ces recherches-là, est-ce qu'il y aurait une bête qui a été citée qui pourrait se rapprocher justement du loup-garou et donc, ou alors du moins, on peut pas vraiment savoir si oui ou Alors, non. on sait pas parce qu'en fait, il y a la plupart du temps, il n'y a pas de définition exacte, tu vois. C'est ça le problème, c'est que dans beaucoup d'histoires comme ça, on te représente souvent un loup, un gros loup, juste ça en fait. Il n'y a pas nécessairement d'archives, d'écrits à ce sujet-là, tu vois. Donc c'est très compliqué. Quand par exemple on parle de la bête des Vosges, en fait il n'y a pas une bête, mais il y en a eu plusieurs. En fait techniquement il y en a eu trois. C'est un peu plus récent. Il y a quelques photos qui circulent d'ailleurs. On voit en fait que c'est un loup gris, tu vois, le canis, le lupus, enfin un loup banal. Mais c'est là où c'est un problème, c'est que malgré toutes les bêtes, il y a peu de définitions détaillées de ces animaux-là. C'est pas des choses qui, au prime abord, intéressaient. Enfin, ils faisaient pas un travail comme ça de journalistique au point de détailler les animaux tels qu'ils ont été vus, tout ça. Hein, tu vois, c'est une autre époque quand même. Il y en a eu plein depuis. Il y en a des siècles et des siècles. Et j'ai fait une petite liste dans mon livre
mais je dis bien que voilà, rien n'indique que ce sont des loups-garous. Donc c'est pas palpable. Moi, ça me renvoie finalement toujours à ce qui se passe surtout aujourd'hui, tu vois. Donc surtout, je dirais, ces 50 dernières années. Ok. Ok, oui, donc ouais, après c'est difficile parce que ça peut être aussi un mélange de fantasmes aussi qu'on peut se créer aussi avec ces différentes bêtes et ce manque de preuves là. Donc bon, ben dans ton idée, c'est de rester aussi terre à terre, de pas se jeter sur ces histoires-là pour dire oui, oui, c'est les loups-garous, voici la preuve que ça Oui, existe. bien sûr. Enfin, c'est des histoires qui bien souvent ont une preuve bien terre à terre. Donc comme tu le dis, pour la bête des Vosges, ben c'est sur les photos qu'on a vues des loups gris, donc bon, pas de loups-garous. Ouais, c'est ça. Je fais un petit parallèle déjà pour dire merci à tous, hein, parce qu'on tourne entre 70 et 100 personnes constamment sur le live. Merci pour les likes, merci pour vos questions. N'hésitez pas à nous poser des questions. On s'occupe du coup d'en épingler, d'en prendre pour pouvoir les poser à Morgane. Donc n'hésitez pas surtout à nous les noter dans le chat. Et encore un grand merci à tous, hein. Merci pour tous les likes. Merci beaucoup. Et du coup, donc par rapport au loup-garou, bon, ben même si ça reste un animal, mais bon, qui est assez dominant, qu'est-ce que tu conseillerais toi d'avoir sur soi quelque chose de particulier pour se défendre Une paire de couilles. quelque chose, ouais, bon, ça je pense, mais bon, ou je sais pas, ou après du coup une odeur peut-être que tu pourrais savoir qu'il n'aimerait pas, qu'on pourrait avoir, qui ferait que, ou des sons sonores aussi, des ultrasons qui pourraient les Ouais, éloigner, des objets ou Le plantes but, c'est aussi. pas de les éloigner, surtout c'est de les attirer. Donc, alors, on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer mettre des phéromones de loup, de louve en chasse, tout ça sur son corps. On peut imaginer beaucoup de choses. Mais dans l'absolu, dans les témoignages, dans tout ce que j'ai pu potasser, il y a la bouffe est intéressante pour les attirer, parce que c'est des animaux un peu, voilà, ça C'est reste primitif. un sauvage, primitif quand même malgré tout, hein, faut pas exagérer non plus. C'est pas un humain, loin de là. Et puis tu sais, c'est pas un animal encore une fois sanguinaire. Combien de fois les gens ont eu des expériences rapprochées, bien vues, et se sont pas fait attaquer. Et je leur dis très souvent, je leur dis, tu te rends compte si c'était un animal si dangereux que ça, bah, tu serais plus là pour le dire. Et puis ils me disent, ah bah il m'aurait éclaté en miettes. Il aurait fait de la miette, de la poudre, il m'aurait déchiqueté. Tu sais. Forcément, mais c'est pas un animal sanguinaire. Et c'est là que c'est très compliqué il faut réellement désapprendre tout ce qui a été appris à la télé. Et tu sais, moi j'ai pris beaucoup de temps à en parler. J'ai fait parce que ça fait 4 ans que j'ai ouvert Loup-garou France. Pendant de nombreuses années, j'étudiais ça dans mon coin, machin. Puis après, je continuais avec la théologie, je faisais du cinéma, je faisais du reportage. Parfois, je faisais des fictions, réalités, je mélangeais un peu les deux, tout ça. Enfin, mais bon, c'était affiché. Hein. J'ai toujours été très transparent, tout ça. Donc j'ai toujours fait ça. Puis j'abordais régulièrement dans ce que je faisais le sujet du loup-garou, mais sous forme fiction, parce que je savais que les gens n'étaient pas prêts. Que c'était compliqué d'en parler. Je le voyais bien dans mon à gauche, à droite, quand j'en parlais, les gens rigolaient, ils comprenaient pas. Donc j'en parlais pas beaucoup. Puis quand je travaillais beaucoup en théologie, bah, je m'adressais à des religieux, à des croyants. Les croyants, eux, ils voient des démons partout. Ils voient c'est Dieu, c'est le diable, c'est les démons, c'est les anges. C'est tout. Pour eux, un loup-garou, c'est forcément un démon. C'est une malédiction, un truc comme ça. Puis en fait, bah moi je savais que c'était pas un démon du tout. C'est un animal. Il y a rien de monstrueux dans l'absolu. Et moi, j'en parlais de temps en temps, mais j'en faisais une esquisse comme ça. Je disais que les loups-garous existaient réellement, c'était vrai. Mais c'est pas comme à la télé. Mais j'avais pas d'oreille par rapport à ça. J'avais pas d'interlocuteur. Ça passait comme ça, et après, il me posait tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 8, machin truc, c'est de la théologie, tu vois. Ce qui les intéressait, c'était ça. Parler de Jésus-Christ, tout le bordel. Donc, j'avais pas d'interlocuteur. Mais un jour, je voyais plein de conneries qui circulaient sur les réseaux sociaux, des gens qui n'y connaissaient rien, qui appellent ça dogman, tout ça, machin truc, que je voyais qui ne connaissaient pas, ça partait dans tous les sens. Je me suis dit, putain, c'est quand même dingue, parce que je connais un tout petit peu depuis le temps, et je me sentais, en toute humilité, hein, sans orgueil, ni rien, mais quand même, je me sentais assez légitime pour pouvoir fonder Loup-garou France, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, en fait. J'avais découvert plein de choses durant toutes ces années-là. J'en avais jamais vraiment beaucoup parlé à tout le monde, sauf un tout petit peu, quelques esquisses comme ça. Et je me suis dit, bah,
on va essayer, on va voir si j'ai des interlocuteurs. Et puis quand j'ai commencé à expliquer ce que c'était réellement, tout de suite, j'ai été pris très au sérieux par une bonne partie et j'ai eu ça accroché. Et là, j'ai commencé à avoir plein de personnes qui m'ont contacté parce que ils ont vu qu'en fait, ça y est, il y avait un interlocuteur. Alors il y a plein de gens qui s'intéressent à la cryptozoologie, qui en parlent sur les réseaux sociaux. Et ça, mais ça brasse un peu large, tu vois, ils parlent un peu de tout, tu sais. N'importe Ils quoi. parlent un peu de tout, mais ils sont spécialisés dans rien. Alors que moi, je parle pas de tout, et je suis spécialisé dans le loup-garou. Du coup, ils l'ont bien vu, les gens. Et c'est pour ça qu'ils me parlent principalement à moi, en général. Sauf quand ils ont vu des fake news à mon encontre, parce qu'il y en a énormément, je dois avoir des centaines de vidéos contre moi, complètement délirantes, mais ceux qui sont pas faibles d'esprit, qui savent encore penser par eux-mêmes, ils voient bien que, voilà, que j'ai tout un tas de lecteurs, ce qui c'est la loi du monde public, mais que quand ils prennent le temps de bien m'écouter et de regarder le temps de travaux, ils voient bien que c'est pas des conneries du tout, et ils viennent à moi, et parfois, ils témoignent. Certains viennent à moi, témoignent, juste à moi, mais ne veulent pas paraître sur le plan public, même anonymement. Alors je leur dis que pourtant c'est anonyme, la définition d'anonyme, c'est que personne ne saura qui tu es. Non, ils ne veulent pas quand même. Ils ont trop peur d'être reconnus qu'on se foute de leur gueule. Tu t'imagines la chape de plomb qu'il y a? C'est complètement dingue. Et je leur dis, mais c'est la vérité, ce que tu as vécu. C'est juste la vérité. Et la vérité, elle s'en fout de la vie des gens. Elle s'en fout des moqueries. Dit comme ça, c'est vrai, mais en même temps, ils ont peur pour leur travail, La pression sociale. Hein. la situation sociale. Donc je comprends aussi. Mais moi, j'ai un ton plus libre parce que moi, c'est mon travail en tant que personnage public, d'être dans le travail, je travaille dans l'audiovisuel, principalement. Voilà, je touche à beaucoup de choses. Donc, je peux me permettre de le dire comme ça frontalement et j'ai pas je dirais des patrons derrière moi, tout ça. Voilà, puis mon entourage, tout ça, ils me connaissent très très bien. Ça, je suis quelqu'un de relativement équilibré. Je pars pas dans tous les sens. Je suis pas dans le délire new age, occulte ou je ne sais quoi. On a également une question, parce qu'on du coup on fait participer les différentes communautés, une question de chat. Est-ce que tu as eu des témoignages de loups-garous en Belgique? Et si oui, Et si oui, où? Pour la Belgique, si jamais tu y es allé. Je me mets à la frontière belge. Alors je me rappelle plus c'est pas la forêt de Falampin, c'est au niveau de la frontière, ça, la forêt de Falampin, je crois. Je sais plus. Une fois tout en haut, hein, vraiment tout en haut, je crois que c'est relié entre la Belgique et la France d'ailleurs, un truc de ce genre là. Peut-être certains pourront nous le signifier. Mais en fait, tu sais, on m'avait dit, tu devrais au départ quand je faisais ça, parce que les gens connaissaient pas. Mets un point quand il y a un témoignage. Tu mets un point à tel endroit, puis un point à tel endroit. Puis en fait, au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'en fait, si je commençais à mettre un point à tel endroit, puis un point à tel endroit, puis en fait, il y aura plein de points partout. En fait, ça fera un gros point. Après, on saura plus où est la carte de France. Tellement il y a de points partout. En fait, ce que les gens ont compris avec le temps, c'est qu'en fait, des témoignages, il y en avait partout. Sauf que moi, je n'ai pas tous les témoignages, loin de là. Hein. Même si c'est moi qui en recense le plus, voilà, c'est mon travail à part entière. Mais encore une fois, si j'avais un coup promotionnel, par exemple, tu sais, j'ai lorgné sur TPMP. Alors TPMP, on aime, on n'aime pas. Moi personnellement, je trouve que Cyril Hanouna a quand même s'il a ses défauts, il a une dimension positive aussi. Et je pense que utiliser un média dominant très important comme ça est hyper utile parce que malgré l'aspect négatif qu'il y a, malgré les moqueries, malgré les personnes qui vont te couper la parole, pas comme vous, voilà, vous êtes très bien intentionnés, ça n'a rien à voir, mais là, il y aura effectivement, il y a une ambiance qui n'est pas la même, mais en même temps, jouer à ce jeu-là peut être très intéressant parce qu'il y a des gens qui écoutent aussi, qui se disent, attendez, il a l'air quand même sérieux, il a l'air cohérent, il n'a pas l'air d'un malade mental. Certes, c'est un excentrique, on voit bien qu'il n'est pas, je dirais, banal, mais en fait, il est tout à fait structurellement, intellectuellement stable. Et ils iraient vérifier eux-mêmes, ils iraient regarder, et ils s'apercevraient que c'est la vérité. Mais il y aurait aussi une autre catégorie de gens qui diraient, il dit pas de conneries parce que moi, je sais ce que j'ai vu. Et il me contacterait, et ça occasionnerait toute une ribambelle de témoignages, surtout avec une audience qui se chiffre en millions de personnes, tu vois. Donc, ça serait intéressant. Même tu joues le jeu à fond, tu sais, dans une émission comme ça, t'arrives, tu vois, en costard, avec un katana, les gens vont dire, qu'est-ce que c'est que ce taré? Mais quand ils vont t'écouter, ils vont voir qu'en fait, tu es tout à fait normal, et que tu expliques en fait à quoi sert ce katana, que c'est pas pour se balader dans la forêt et tuer des loups-garous, etc.
ça peut être une accroche. Hein. Moi, j'utilise un peu tout ça. Tu sais, des fois, je me mets un peu loin parce que je rigole aussi. Des fois, il faut rire, surtout de nos jours. Sur la Loup-Garou mobile, sur la voiture Loup-Garou France, j'ai mis des deux gros gyrophares, tu vois, que je n'utilise évidemment jamais. Tu vois. Et puis il y a un drapeau français aussi sur le côté. Alors tu sais, les gens des fois se disent putain, c'est une voiture homologuée du gouvernement avec des gyrophares. Le mec, t'es un chasseur de Loup-Garou, il se tape des films tout de suite. Moi, ça me fait rire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'aspect promotionnel. Quand les gens vont voir, ils écoutent. Bien souvent, ceux qui prennent le temps d'écouter, hein, pas juste un témoignage ou deux, hein, qui regardent vraiment des dizaines et des dizaines de témoignages, s'abreuvent de ça, entrent vraiment dans la compréhension de ce que c'est réellement, ils en ressortent pas indemnes. Et la majorité s'aperçoit qu'il y a bien quelque chose à comprendre, tu vois. En tout cas, la majorité, il y a toujours des nihilistes et des gens qui vont toujours garder en tête que finalement, t'es un escroc, t'es ceci, t'es cela, enfin, ils voient le mal partout, tu sais. Mais c'est marrant, ils voient le mal partout, mais pas en eux. Ok. Et du coup, une question qui pourrait justement bien clôturer, je pense, aussi l'interview globale hein, de tout ça, de toutes les informations que tu nous as dit. Si tu as devant toi quelqu'un de sceptique, qui n'y croit pas vraiment au loup-garou, libre à lui de penser ça bien évidemment, parce que c'est pas aussi tangible qu'un chat ou qu'un chien, hein, voilà, on peut voir facilement. Toi, qu'est-ce que tu leur réponds concrètement? Casse la gueule, voilà. Insupportable. On arrête ce live du coup sur ces belles paroles, non? Ce ne faut pas me prendre pour un con. Non, mais voilà, selon toi, voilà, quelle serait pour toi vraiment la chose la plus qui serait la plus parlante à Monsieur Tout le Monde qui découvrirait le loup-garou, qui chercherait à savoir le vrai du faux. Je rencontre plein des gens qui n'y connaissent rien et qui sont dubitatifs. Je rencontre régulièrement des gens hostiles. Dans mon quotidien, je rencontre jamais. Par contre, sur Internet, oui, il y en a plein. Mais ils se permettent des choses qui ne se permettraient jamais en face de moi, d'ailleurs. Mais, soit en passant. Mais, dans le quotidien, oui, j'en rencontre plein. Ils disent, c'est quoi le loup-garou, machin. Des fois, avec un ton un petit peu moqueur, mais toujours, agréable, toujours gentil. Alors, ça dépend. Ça dépend comment on m'aborde. Si on m'aborde gentiment, agréablement, hop, je leur file une carte, la carte du club, Loup-Garou France. Tac! Hop, je renvoie vers tous les réseaux. Et si je vois que la personne est un petit peu moqueuse, un petit peu trop avec un ton que je vais pas apprécier, je vais lui dire, si je te le dis, tu ne croiras jamais. Donc, le mieux, c'est que tu ailles voir par toi-même. Puis, je me barre. J'ai une tendance aussi à tutoyer assez facilement dans ce cadre-là. Donc, tu vois, je tout de suite, je me mets voilà, on entre dans un contact assez familier, presque, avec respect, hein, mais familier. Et par contre, les personnes qui sont plus sincères dans leur démarche, qui ont moins le ton moqueur, alors je leur dis tout de suite, attention, on parle pas d'un mec qui se transforme les nuits de pleine lune, assoiffé de sang, qu'on va tuer avec une balle en argent, et puis qui est sous le coup d'une malédiction divine ou satanique, et qui s'est fait mordre, et qui va se transformer à chaque pleine lune, et que ça va être la merde, et qu'on va pas s'en sortir comme ça, et que le truc n'en finit pas. Non mais je rigole souvent, mais je dis bah du coup va falloir désapprendre tout ce que tu as appris à la télé. On parle pas du tout d'un lycanthrope, hein, c'est pas un mec qui se transforme, ça n'a aucun rapport. En fait, on est dans le domaine, c'est lié à la zoologie, c'est une sous-jacente, en fait, c'est une branche alternative, enfin pas alternative, mais plutôt underground, je dirais, de la zoologie. On appelle ça la cryptozoologie, c'est la science des animaux qui ne sont pas cachés, donc soit cachés volontairement ou involontairement. Et je leur explique que effectivement, on ne connaît pas bien la Terre, on connaît globalement la Terre, mais on n'a pas été partout. Il y a environ 70% de la Terre qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait pareillement approximativement 70% des cavités, des souterrains de la Terre. Et on n'a pas fait 95% des fonds marins. Donc à partir de là, ça laisse envisager tout un tas d'animaux, tout un tas de créatures qu'on ne pourra même pas soupçonner déjà. Et puis après, j'explique. Après, ça dépend de l'interlocuteur, des questions que je vais avoir. Et ça dépend du temps que je vais avoir. Ça dépend de plein de choses en fait. Mais globalement, ça attire la curiosité et je distribue beaucoup de cartes. Hein. De toute façon, j'en ai tout un paquet toujours avec moi, comme ça. J'ai la carte facile. Ouais, je dégaine la carte. À défaut d'avoir le katana, je dégaine la carte. Et non, mais globalement, vraiment, en général, hein, la majorité des gens dans la vraie vie sont intéressés. Les gens sont pas moqueurs ni quoi que ce soit. Ils écoutent, ils voient que je suis normal en fait. Et que j'ai aussi un parler relativement structuré. Je suis pas le maître du logos, mais je sais quand même exprimer mes idées. Voilà, donc les gens le sentent aussi, puis ils le voient dans mes yeux.
il voit bien que j'ai pas une dégaine à la con, je suis pas un marginal. Il voit bien que voilà, il me voit pas avec un pétard ou je sais pas, que je fume pas, je bois pas, tu vois. Moi, tu sais, je suis professeur de karaté. Enfin, tu sais, moi j'ai une éthique de vie, une hygiène de vie assez correcte. Bon, ben, pour tous ceux qui sont intéressés, en tout cas, et en savoir plus sur les loups-garous, ben, je vous recommande de contacter directement Loup-garou France, qui a justement donc 2 livres qui sont déjà écrits et très intéressants. Donc, j'ai pu le voir dans les commentaires, donc qui ne sont plus disponibles sur Amazon, rupture de stock, victime de leur succès. Donc, directement contactez Loup-garou France et surtout restez branchés parce que un 3e livre est en écriture, donc pour avoir encore plus d'informations, d'autres choses. Et vous avez bien évidemment à disposition ta chaîne YouTube, TikTok, ton site Loup-garou France. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, allez vous renseigner, sceptique ou pas, c'est que du temps à dépenser, donc allez vous renseigner, puis faites votre avis vous-même Surtout sur pour voir ça. des centaines de témoignages sur la chaîne YouTube. Donc pour le coup, c'est Ouais, vraiment excuse-moi, intéressant. maintenant faut que j'y aille, hein, faut que j'aille dézinguer du loup-garou, donc Et on se disait peut-être même pourquoi pas, pour parler par la suite. Bon là, c'est vrai qu'on arrive sur la fin de l'année, mais pourquoi pas l'année prochaine, peut-être même faire une vidéo, une excursion peut-être dans un endroit en France où il y a eu plusieurs témoignages où l'équipe Père Cauchemar, on viendrait avec toi sur le terrain. On se dit que ça pourrait être intéressant aussi, puisque là on échange à travers un live, où on répond à différentes questions, mais pourquoi pas aussi venir t'accompagner sur le terrain pour faire partager aussi de notre regard. alors je dis oui, mais partiellement. C'est-à-dire qu'en fait, je passe beaucoup de temps seul aussi sur le terrain, pour les raisons évoquées antérieurement. Mais en tout cas, oui, venir avec moi, voir comment je m'y prends, mon fonctionnement, mes habitudes, mon état d'esprit, tout ça. Mais vous allez voir, hein, c'est pas non plus, ça fait un peu chasseur de loup-garou, ça fait un peu cinématographique, on s'imagine tout un truc, mais en soi, vous verrez, c'est quand même simple. Mais bon, en tout cas, oui, vous pouvez venir un moment avec moi pour dans le cas, passer une nuit parmi d'autres nuits sur le terrain, ouais. Ça pourrait être intéressant aussi pour votre audience, pour vous, quoi. Bien sûr. bien sûr. Merci, Bon, mais puis, même un jour, on pourrait même faire aussi d'autres lives sur des sujets spirituels divers et variés, et pourquoi pas même un sujet très intéressant sur lequel moi je m'intéresse énormément, qui là justement n'a rien à voir avec le loup-garou, mais à travers lequel j'aurais le sentiment, alors là je suis en étude, hein, c'est pas, je n'ai pas je dirais je suis pas aussi affirmatif qu'avec le sujet du loup-garou, mais le sujet des êtres de la, comment on appelle ça, enfin, du petit peuple, tu vois, du petit peuple, des élémentaux, c'est-à-dire les elfes, les gnomes, les corrigans, tu vois, les nains, les Sarkozy, tu vois, enfin, toutes ces petites créatures, tu sais, les Macron, toutes ces petites créatures dégueulasses, horribles. Mais voilà, il faudrait. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, sur lesquels je bosse, parce que j'ai eu un phénomène très, très, très mystique, et j'aurais tendance à penser qu'il y a une dimension profondément spirituelle à ça, mais on pourrait peut-être en parler. Ouais, c'est pour Ouais, l'objet de futurs bien lives. évidemment, on pourra s'organiser des lives sur différents sujets, parce que c'est vrai que nous, notre chaîne Père Cauchemar touche à divers sujets, toujours dans le côté paranormal, horreur, cryptozoologie aussi également. On a des vidéos Mais qui oui, vont être prévues dans ce domaine-là. Nous, dans la cryptozoologie, pour le coup, on touche plusieurs, Un peu à tout. Ouais. sur le plan général, ouais. le côté paranormal, bien évidemment, spirituel. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets sur lesquels on est très ouvert d'esprit et qu'on pourra organiser un live, bien évidemment, et échanger ensemble. Ouais, surtout persévérer sur TikTok, hein, parce que et puis j'espère que voilà vous pourrez vous faire. Alors, je sais que c'est pas forcément bien vu en France, mais j'allais dire vous faire aussi du fric, parce que faut bien vivre, parce que j'ai vu vous faites des montages très techniques quand même, vous y passez du temps. Ça nous prend du temps, hein. On est sur à peu près un montage, la partie romain, parce que du coup, pour expliquer, même aux personnes qui nous regardent, comment on fait nos vidéos, il y a Romain du coup qui va s'occuper d'écrire l'histoire et de la raconter face cam, parce qu'on veut offrir aussi des vidéos, bien évidemment, face cam, c'est beaucoup plus intéressant qu'une simple animation qui défile, pour apporter vraiment un contenu de qualité. Moi derrière, je m'occupe de la partie montage.
Donc bien évidemment que sur une vidéo, on va dire qu'il y a bien 2 heures de temps qui sont Oui, oui, passées bien sûr. pour une vidéo. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pour ça que les personnes qui nous aident à gagner en visibilité, nous, ça nous permet de pouvoir aussi monter petit à petit, car c'est vrai qu'on y passe quand même beaucoup de temps, Mm. mine de rien, parce qu'on veut offrir du contenu de qualité. Parce que juste poster du contenu pour poster du contenu, Oui. tout le monde peut le faire sur TikTok. Ça, c'est pas, il y a rien de compliqué. De là à faire le travail qu'on fait derrière des montages, des vidéos, etc., automatiquement, ça nous prend du temps. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre TikTok, même encore maintenant, parce qu'on a des vidéos qui ont tout le potentiel pour fonctionner, notamment la vidéo des ovnis, où on a carrément mis les images authentiques tirées de l'armée, hein, pour le coup. Et on a des vidéos comme ça qui n'arrivent pas à rentrer dans le fil. Mais il faut persévérer, hein. Il faut vraiment persévérer. Malheureusement, il faut qu'aussi, tu sais, vraiment, bon, voilà, en privé, je t'ai donné pas mal de petits conseils à gauche à droite, mais moi-même, hein, j'ai des vidéos qui font 50 000, 100 000, j'en ai une qui a fait 600 000, un truc comme ça, puis d'autres, je sais pas pourquoi, elle est super intéressante, a fait 2 000, 3 000 vues, je sais pas pourquoi non plus. C'est TikTok, c'est bizarre, mais par contre, en tout cas, ouais, persévérer et demander à tes abonnés surtout, et si c'est vraiment des abonnés fidèles, ils le feront parce que les abonnés fidèles se rendent compte du travail fourni aussi. Hein, ils sont pas pingres, ils sont pas égoïstes. Ils vont leur demander de liker, republier, commenter, jouer le jeu. En fait, c'est hyper important qu'ils jouent le jeu. Donc, demander, toujours dire, ça me ferait super plaisir si tu pouvais partager tout ça, machin truc. Moi, j'avoue que c'est un côté un peu chiant. Moi, j'aime pas trop faire ça, mais il faut le faire. C'est un peu comme demander des dons. J'ai horreur de ça, mais je le fais quand même parce que Pas le choix au final. après le monde, tu meurs. Comment En tant que créateur contenu, on n'a pas le choix de Ouais. demander ça pour gagner en visibilité. C'est notre seul moyen de pouvoir se faire plus connaître et puis aussi avoir un retour sur Sur tout le travail tout fourni. le travail fourni, hein, bien évidemment. Normal. Attends, ben, comme disait Jésus, tout travail mérite salaire. C'est Surtout tout à que, fait. à ta différence, toi, tu es sur YouTube, sur les autres réseaux. Nous, on est exclusif à TikTok. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les suites, on peut le montrer, hein, on a les logos TikTok qui sont sur nos suites Père Cauchemar, on est en exclusivité sur TikTok. Donc c'est-à-dire que TikTok est notre seul moyen de communication à l'heure actuelle. On espère par la suite que TikTok va pouvoir un peu nous débloquer de la visibilité. Euh, bon, les Donc, persévérer vraiment dans ce sens-là, créatif, mais aussi humainement, rester bien comme ça, parce que les gens vont sentir que vous êtes des bonnes, des personnes gentilles, agréables, respectueuses, et du coup, voilà, ça touche aussi forcément du monde, quoi, la gentillesse, un impact. Donc, il faut vraiment persévérer. Il y a des gens qui ne décollent pas les 6 premiers mois, la première année, et puis d'un coup, blam, il y a une explosion, tout ça. Il faut vraiment alimenter TikTok, lui donner tout le temps de la nourriture, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un monde très particulier. C'est un langage. J'en ai énormément parlé sur mes réseaux, notamment mon Telegram, à ma communauté, dire voilà, alors là, je vais faire un live, il faudra tapoter à fond, machin truc, tapoter comme des barjots, hein, tapoter avec les genoux, avec les coudes, avec la tête, avec un marteau, faut tapoter, avec une masse, avec une enclume, faut tapoter en hurlant, la fenêtre ouverte, pour que tout le monde l'entende bien. Enfin, tu vois, je déconne comme ça, mais je dis bien, genre, tapoter, faut jouer le jeu, c'est le TikTok game, c'est tout un langage, quoi. Faut malheureusement le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, grâce à tous ceux qui sont là, c'est monté à presque 30 000. 30 000, Merci ouais, à ouais, tous. ouais. Hein. Merci Ah, beaucoup. Donc, Après, c'est vrai que nous, on est sur un sujet, pour le coup, vu qu'on touche à divers sujets, on le voit bien, par exemple, quand on va toucher de l'horreur ou des serial killers ou autre, on est aussi constamment en train de devoir jauger nos vidéos. Parce que TikTok, automatiquement, régule pas mal sur les mots qu'on doit employer, etc. Et je pense que ça ne joue pas forcément aussi en notre faveur, peut-être, de cette partie-là. Certains disent, tu sais, que ils parlent sur le plan business, ils parlent de niche. C'est-à-dire donc, tu sais, je sais pas, par exemple, t'as le paranormal, t'as la criminologie, t'as l'ufologie, tu vois, c'est des domaines différents. Donc, par exemple, quelqu'un qui va s'intéresser à la criminologie va tomber sur ton contenu, il va s'abonner, mais il va pas regarder le reste parce que l'ufologie l'intéresse pas, parce que le paranormal l'intéresse pas, parce que la cryptozoologie l'intéresse pas, tu vois. Donc, en fait, ça fait parfois beaucoup d'abonnés, mais peu de vues, parce qu'en fait,
on parle de tellement de choses que bah, les gens ne suivent pas nécessairement tout. Donc, il faut être ciblé sur un sujet précis pour voilà. Enfin, il y en a qui disent que ça fonctionne comme ça. Alors, je peux pas l'affirmer, mais il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Nous, c'est vrai qu'on a ce concept de raconter les histoires, d'où la base de Père Cauchemar, raconte-nous une histoire, qu'on peut le voir à l'intro et l'outro qui se suivent. Justement, ça fait la signature de notre chaîne et c'est ce que les gens aiment et ça reste aussi en tête. On a tous connu dans notre jeunesse un bon vieux Castor qui nous racontait des histoires. On s'est inspiré de ça, bien évidemment, pour créer le concept. Donc c'est vrai que comme tu dis, on va peut-être plus positionner sur certains sujets pour peut-être plus recentrer la communauté. Bon, dans tous les cas, on évolue lentement. On pensait plus vite pour le coup, mais on évolue mais lentement. Faut faire des tests, voir ce qui fonctionne le mieux, voilà, parce que faire du contenu qui vous plaît à vous aussi, mais qui va plaire aux autres. Il faut essayer de trouver un accord entre les deux, parce que si tu fais que des trucs que toi t'aimes pas mais qui plaisent aux autres, tu vas en souffrir. Donc mais c'est pas facile. Hein. Le monde TikTok est vraiment compliqué. En plus, il y a une concurrence énorme. Et puis il y a aussi, voilà, mais il faut persévérer et ça fera l'affaire, parce que quand même vos formats sont courts et intenses, quoi. Ça va vite, tac 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 tac, c'est bien dans l'air du temps, quoi. Tu vois. Les gens aiment bien quand ça va vite. Voilà, donc faut le faire, quoi. Merci en tout cas pour ce moment partagé. Merci à toi Morgane du coup de ta présence, hein, de toutes tes explications, ta franchise, ton honnêteté, que ce soit pour des questions faciles ou moins faciles, hein, quand on remet en cause justement l'existence du loup-garou. Merci aussi à tout le monde, merci beaucoup qui sont venus sur le live, qui ont tapoté, qui ont fait des dons, qui ont mis des messages bienveillants, ça nous fait vraiment plaisir. Je vois beaucoup de messages là qui ont été diffusés sur nos vidéos, notre compte, ça nous touche beaucoup. C'est très gentil, ça nous donne de la force. Merci beaucoup. Bientôt 30 000, hein. 30 000, on y est, on y est. Ouais. Donc, merci aux abonnés de ma communauté d'avoir été présents aussi. Et merci à ta communauté aux autres aussi, hein, s'ils veulent voir mon contenu. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde. Et puis, salut à tous.